Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reconnais quelques têtes connues et bienvenue aux têtes nouvelles. Merci Alban de m'avoir invité. Quand Alban m'a appelé, je lui ai demandé de quoi voulait que je parle. Je vais parler cet été de comment trouver sa place au travail. Il m'a dit oh, non, ça, depuis que vous en avez parlé avec Ariel Ada, c'est complètement rebattu, tout le monde en a parlé. Et donc je dis ça tombe bien, Alban, parce que je prépare une nouvelle présentation pour Mensa. Autour de comment on sort du désespoir et de l'envie d'arrêter de vivre pour finalement s'épanouir. Et donc c'est basé essentiellement sur mon expérience de bénévole. En bénévole, j'ai commencé malheureusement il y a plus de 40 ans dans une association qui existe toujours qui s'appelle Astray, d'aide aux grands dépressifs suicidaires. Et puis le chemin m'a amené à peu près complètement par hasard, par la beauté des rencontres, il y a 12 ans, sur les routes de Mensa. Et donc depuis, après avoir pris des fonctions officielles chez Mensa, j'ai lâché les fonctions officielles. J'ai fait un livre chez Odile Jacob avec Ariel Ada, qui est la grande spécialiste de la douance, qui est une femme extraordinaire, que j'ai un petit peu poussée à écrire parce qu'elle est tellement débordée par les gens qu'elle prenait même pas le temps de publier ce qu'elle écrivait. Et puis le livre a eu beaucoup de succès, aidé beaucoup de gens, on est largement plus de 10 000 exemplaires. Je continue à avoir soit des gens qu'Ariel a aidés, soit des gens que j'ai aidés. Et finalement, je m'aperçois qu'on a une énorme compétence dans notre population. C'est qu'en fait, on n'a pas tellement conscience de la cruauté du monde, mais on est extrêmement fort, notamment par perfectionnisme, par culpabilité, pour s'ajouter contre soi, sans s'en rendre compte, une énorme violence à la violence du monde. Et ça me frappe plus je rencontre en individuel. J'ai entendu, je pense, les pires horreurs. Donc même l'histoire de York est très, très émouvante. C'est même pas la pire que j'ai entendue. Mais on a une résilience extraordinaire. Donc, alors vous savez que moi, je n'utilise pas le guépard parce que le zèbre parce que j'avais dit à Jeanne que c'était un peu limité. Et en plus, quand Saverio dit qu'un zèbre a des couleurs, à part le noir et le blanc, il y a une palette. Donc moi, ce que je vous propose, c'est le guépard. Le guépard, c'est une métaphore qui avait été donnée par une psychologue et qui a été reprise par un enfant de 5 ans, qui était le fils des deux responsables de Médecins Genève, et qui dit finalement, on est comme les guépards. On court beaucoup plus vite que les autres, mais on a souvent besoin de s'arrêter et de prendre soin de soi. Et vous avez entendu plusieurs présentations, celle de Nathalie, celle de Saverio, ont porté autour de la bienveillance envers soi, et qui est souvent un thème par lequel je commence quand les gens vont me dire j'ai 40 ans dans 3 semaines et je vais me suicider. Voilà. Et puis, ces gens-là, ils font un parcours extraordinaire de résilience. Et puis, en fait, ils s'aperçoivent que c'était pas le moment, quoi. C'est juste qu'ils avaient besoin de savoir qu'il y avait un peu de lumière au bout du tunnel et que les murs invisibles qu'ils ont pris, ils n'ont pas vocation forcément à les reprendre. Il faut juste qu'ils prennent un peu de bienveillance envers eux, qu'ils prennent en compte qu'il faut du temps pour se soigner, du temps pour prendre soin de soi. Enfin, tous les trucs qu'on leur a pas appris, quoi. Et même dans les familles bienveillantes. Alors, je ne parle même pas des familles toxiques, où là, effectivement, à Mensa, on a des suicides de gens de 17 ans, on a des suicides de gens de 45 ans qui ont l'air très bien dans leur peau. Et donc, je pense que c'est un sujet, maintenant que je suis un peu bénévole de bénévole et qu'on m'envoie tous les cas compliqués ou désespérés, c'est un sujet qu'il faut aborder entre nous. Voilà. Donc, c'est l'idée de la conférence. Merci Alban de m'avoir donné l'occasion d'un autre public que mon public habituel. Et évidemment, vous verrez, je suis disponible, joignable. Comme j'ai 3 grands-enfants, c'est plutôt le samedi matin ou le dimanche matin. On commence par des SMS et puis après on y trouve toujours le moment de se voir et de se parler. Surtout si vous n'êtes pas bien du tout. Mais pour les autres, même si vous êtes bien, il n'y a pas de problème, il faut se parler. Voilà. Donc, alors bon, ça je vais passer rapidement. Mais finalement, l'homme est 58 ans, 3 burn-out, 4 pertes de chômage, des trahisons professionnelles, des trahisons de proches, des traumas, manque d'équité, manque de justice, manque de sens, désespoir profond. De l'errance diagnostique médicamenteuse et même une tentative de suicide. Et puis j'ai vu des horreurs, j'ai entendu des horreurs dans ma belle famille, dans des gens inconnus. Je pense que proche de l'horreur qu'a vécu Lior, il y a celle de Martin Gray, qui a perdu toute sa famille dans un incendie après avoir vécu des horreurs pendant la guerre. Mais c'est pas un sujet de concours de l'horreur, c'est un sujet de qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire. Et en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à quelqu'un, on peut se donner une double ambition, c'est de réussir dans la vie et de réussir sa vie. Mais effectivement, si vous repensez à la pyramide de Maslow, si vous construisez sur du sable, vos idées les plus belles, vos idéaux les plus grands, vous avez vu ce grand cœur qu'a Nathalie tout à l'heure,
en fait, ils vont pas tenir, quoi, parce que la nécessité va revenir. Et si vous lisez bien Maslow, l'étape de la sécurité physique, financière, il faut absolument la bétonner pour justement porter votre idéal. Et comme je vous disais tout à l'heure, le bonheur est dans le « et ». Donc, vous pouvez bien sûr trouver une activité financière qui fait sens pour vous, et c'est ce que je vous recommande, mais vous pouvez aussi ne pas vivre de l'activité qui vous fait vibrer, et simplement composer votre temps et votre grande puissance de travail. Finalement, les horaires, je dirais 9h-18h, c'est vraiment pour les normaux pensants. Moi, je connais des gens qui travaillent très bien le matin, très bien la nuit. Donc un normaux pensant qui écrit, par exemple, il va se mettre à sa table à 18h tous les soirs, et il va être rigoureux jusqu'à Philippe Labro, lui qui a plus de 80 ans, fait toujours ça. Et puis un esprit vraiment exceptionnel, une Amélie Nothomb, peut-être c'est pas le bon exemple, enfin d'autres que j'ai en tête, ils vont produire quand ils sont vraiment productifs, que ce soit à 5h du matin, que ce soit à 17h. Et donc que ce soit pour les autres, que ce soit pour vous-même, que ce soit... Vous avez beaucoup plus de souplesse que vous ne pensez pour trouver votre bonheur. Et chacun, c'était la conclusion de mon premier bouquin, à sa juste place. En fait, donc, effectivement, peut-être la clé, c'est de jamais arrêter de chercher. Donc, je vais avancer un petit peu, voilà. Alors, quelques statistiques de suicide, parce qu'il faut quand même qu'on parle de sujets très graves, qui est souvent tabou dans les familles. Si vous avez une bonne vue, vous verrez que la France, on n'est pas si bien placé, puisque là où il y a moins de suicides, c'est dans les pays très clairs. Hein, donc, Selma, tant mieux, hein, t'es bien né. Mais là, la France, elle est déjà assez orange. Et vous voyez, il n'y a pas plus de suicides comme on pensait en Suède ou en Norvège qu'en France. Hein. Et en France, en plus, on est des champions des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Alors, par rapport à ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de plein de choses. On va y arriver, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, vous imaginez, pendant les 2 jours de séminaire organisés par Alban, il y aura 1600 suicides qui seront passés dans le monde. Voilà, ça c'est les chiffres donc officiels de l'OMS. Alors deux citations que j'adore. Celle de Simone de Beauvoir. Enfant, adolescente, les livres m'ont sauvé du désespoir. Cela m'a persuadé que la culture est la plus haute des valeurs et je n'arrive pas à considérer cette conviction d'un œil critique. Et puis pour vos amis qui sont vraiment désespérés, Paulo Coelho, l'alchimiste, on en parlait ce matin. Ne t'abandonne pas au désespoir, souviens-toi d'un vieux proverbe qui dit que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Voilà. Donc ça, c'est des petits cadeaux que je vous laisse à lire, à relire, à savourer. Alors, très rapidement, ça, les gens qui ont déjà eu mes présentations vont connaître ça. De quoi on parle? Le niveau le plus profond, le plus essentiel, le plus difficile à toucher, c'est l'ancrage identitaire. C'est-à-dire qu'on est soit dans l'autodestruction, l'anorexie, c'est une mauvaise réponse à une bonne question de sens, la dépression, le suicide ou la destruction des autres, avec plus ou moins de pathologie. Après, un niveau un peu plus visible et un peu plus facile à régler, en tout cas à réguler, par ce que j'appelle la toilette émotionnelle, c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui se lave là à droite, c'est voilà, le nettoyage des émotions, la canalisation des émotions, à commencer par les 5 émotions de base. Parce que vous pouvez, par exemple, venir d'une famille où on n'exprimait pas le dégoût, on n'exprimait pas la honte, on ne savait pas pleurer, on ne savait pas se mettre en colère. Et donc, effectivement, c'est un peu ce que nous apprennent aussi les orientaux, il faut fluidifier tout ça, il faut arriver à exprimer ses émotions dans un cadre sûr pour vous-même et pour les autres. Ça veut dire que vous ne mettez pas en danger les autres, vous ne vous mettez pas en danger vous-même, ni physiquement, ni dans votre relation professionnelle. Et ça, c'est une jolie gageure pour la population qui est dans la salle. Et puis, il y a beaucoup de points sur la communication. Alors, il y a d'abord les gens qui n'ont pas eu la chance d'être nés dans un milieu où on leur a donné des repères. Donc, effectivement, il y a des lectures, mais encore faut-il s'y mettre et s'y coller et penser que c'est utile. Il y a des lectures qui peuvent vous aider à trouver des repères. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le dernier livre d'Hermine de Clermont-Tonnerre, qui donne énormément de repères, et qui est une femme très bienveillante et très gentille. Mais il y en a d'autres. Et puis, il y a les gens qui ont été dans des milieux très très bien élevés, et pour autant, ils ont du mal. Et c'est quoi le problème? Pour reprendre ma métaphore que vous connaissez, c'est on est 2% de la population à parler en langage de signes. On est des jolis signes blancs. On ignore parfois, jusqu'au désespoir, on est des jolis signes blancs. 98% de la population sont des canards. Donc, la recommandation, c'est vous construisez votre masque de canard, parce que quand vous parlez signes, vous pensez que le canard vous entend, il ne vous comprend pas. Et quand le canard vous parle, vous pensez que vous l'avez compris, vous ne le comprenez pas. Et en plus, il y a un phénomène de projection classique.
Si je réfléchis à comment l'autre personne va se comporter, par exemple si je suis gentil avec elle, vous pensez qu'elle va agir en cygne, alors qu'en fait elle va agir en canard, et il suffit de changer de lettre pour voir ce qui peut se passer. Euh, et réciproquement. Donc si vous voulez, et c'est pour ça que j'ai demandé à Ariel Ada, dans le premier bouquin, de faire un chapitre sur la générosité et toutes les déceptions, tous les rackets qu'on peut subir quand voilà, on a des idées magnifiques. Parce que finalement, c'est un peu ce que disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il y a 5%, on va dire, à peu près des personnes, et plus, enfin je dirais prioritairement, qui sont dans la bienveillance avant même d'être dans l'intelligence, avec lesquels vous pouvez vraiment être vous-même. Et pour le reste, il faut une armure. Alors il y a des gens qui sont dotés de ça. Voilà, Bolloré, il est né avec ça. Bernard Arnault, il est né avec ça. Et puis il y a des gens qui ne sont pas dotés de ça. Attali, il se rend compte à 75 ans qu'il a été instrumentalisé par Mitterrand. Voilà. Mais il a quand même fait un truc intéressant, parce que finalement, il était beaucoup mieux dans une position numéro 2 qu'en position numéro 1. Voilà, donc si vous voulez, la communication, elle peut être aussi perturbée par plein de choses. On parlait de l'hyperstimulabilité tout à l'heure et du test d'Abrowski, le OQ. L'hypersusceptibilité, hein, l'hyperempathie. Voilà, les projections, je pensais que l'autre est comme nous. La soif absolument inextinguible de justice, donc là, il faut relire les renoncements nécessaires, c'est très important pour devenir pleinement adulte. Et puis, les soucis de santé mentale, puisque souvent, les gens qui ne sont pas bien et qui ne font pas les bonnes rencontres, à 40 ans, ils basculent d'un état limite à un chemin sans retour dans la psychose. Et là, il n'y a plus que les psychiatres qui peuvent faire quelque chose. Et en plus, leur potentiel n'est pas immense. Voilà. Alors, les grands défis de jour de la douance, et je vais passer rapidement parce que tout ça, vous l'avez déjà lu, vous connaissez. Donc, les problèmes de relation, les problèmes de communication, les problèmes émotionnels, les problèmes physiques. Voilà. Donc, c'est quoi votre puissance, en fait? Alors, j'ai voulu mettre en avant 3 choses. J'ai interviewé, avec l'accord d'Ariel, 20 personnes qu'elle ne connaît pas, qu'Odile Jacob ne connaît pas. 10 personnes qui ont extraordinairement réalisé leur potentiel, dont certaines sont très connues. 10 personnes qui ont totalement foiré leur potentiel professionnel. Et j'ai demandé à Ariel de faire les comptes rendus, donc si vous regardez notre bouquin, c'est dans l'annexe 4. Et on a cherché qu'est-ce qui différencie ces 2 populations de gens tout aussi talentueux. Et la seule réponse qu'on a trouvée, c'est que dans la première population de ceux qui ont réussi, ils ont appris à faire confiance à leur intuition profonde. Vous savez, celle qui part du hara, là, à 4 cm en dessous du nombril, et à la muscler. Alors, pourquoi ça marche? Quand vous raisonnez, ce qu'on adore tous faire, vous êtes à 2 fois la vitesse de la parole. Donc c'est extrêmement lent, même pour des énarques brillantissimes. C'est extrêmement lent. Si je vous regarde, je suis à la vitesse de la lumière. Si je vous écoute, je suis à la vitesse du son. Et si je vais brasser avec ma mémoire, qui est beaucoup plus grande que la moyenne des Français, toutes mes mémoires anciennes à la milliseconde, je suis à la vitesse de l'électricité de mes synapses. Donc statistiquement, ma conclusion va être bien meilleure dans un certain nombre de cas. Si vous réfléchissez à toutes les situations de votre vie où vous avez souffert, je vous garantis que si vous repensez à la première impression que vous avez de la personne qui vous a fait souffrir, vous allez vous dire, tiens, si je vais écouter ma première impression au lieu de rationaliser derrière et de me faire une raison, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Sachez que, alors évidemment, c'est pénible parce qu'on va vous prendre pour des Cassandres, on va vous annoncer une mauvaise nouvelle, vous avez raison tout avant les autres, donc on va vous jalouser, vous envier, essayer de vous mettre des bâtons dans les pattes. Mais ça, comme disait tout à l'heure Nathalie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en revanche, votre or, il peut être là. Dans la puissance de votre intuition, on en discutait ce matin avec l'une d'entre vous. Ça, c'est vraiment quelque chose à renforcer, à polir, à utiliser comme une force exceptionnelle. Alors ensuite, ça, je n'en ai pas en parler aujourd'hui, mais je suis à disposition pour ceux qui ont ce problème. Choisir effectivement un chemin de succès pour aussi réussir dans la vie. Pas uniquement réussir son idéal, mais aussi trouver un succès. Et c'est souvent une personne plus qu'un métier, une entreprise. Alors ça peut être aussi une taille d'entreprise, plus qu'une entreprise. Mais faites très attention, j'avais fait un article dans le Film Nouvelle il y a 7-8 ans qui disait mettre un surdoué sous un manager moyen et très politique, c'est une catastrophe, ça casse des gens. Moi j'ai récupéré des gens en miettes littéralement, qui avaient bossé pour des gens brillantissimes mais qui étaient très froids. Et j'ai mis, c'était presque une année pour remettre les gens à peu près de nous, leur redonner confiance en nous. Parfois ça prend moins de temps, mais c'est du temps. Et la troisième chose, c'est, j'adore ce petit bouquin qui vaut 5 €. Enfin, il y a 3 petits bouquins de Gabriel Val, que personne ne connaît, WAHL, dans la collection Que sais-je, et qui s'appelle
les adultes surdoués. Puis après, il y a pour celles qui ont des enfants, les enfants intellectuellement précoces et les enfants hyperactifs qui sont remarquables. Il y a aussi, je crois, un livre sur les adultes hyperactifs. Et Gabriel Val décrit l'humour, le bon humour au second degré, comme un marqueur absolu de l'intelligence. Voilà. Ce qui n'est pas, évidemment, les exceptions, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais c'est intéressant que vous sachiez qu'effectivement, même si votre humour n'est pas apprécié dans votre milieu professionnel ou chez vos amis historiques d'enfance, bah, c'est peut-être bien de se retrouver avec des gens qui rient à vos blagues. Et justement, je vais vous raconter l'histoire de Mensa parce qu'elle est assez cocasse. Alors, pour info, Mensa a complètement raté sa cible puisque on est 2% de surdoués en France, donc 1,2 million, et il y a 1500 inscrits actifs chez Mensa, il y en a peut-être 10 000 historiquement depuis 30 ans. En Suède, c'est un peu mieux, sur un pays de 10 millions d'habitants, ils ont 6500 personnes, mais enfin, on est loin du compte, quoi. On est un tout petit pouillet de 2%, là où on devrait être 2%. Mais Mensa, donc, c'est à Londres, enfin dans la banlieue de Londres, juste après la guerre, fin 1945, et il y a donc un juge australien, un avocat anglais qui regarde les décombres, et qui ont une idée totalement naïve et totalement, ils le reconnaissent après, idéaliste, ils disent on va réunir les gens les plus intelligents de la Terre, il n'y aura plus jamais de guerre. Parce que, voilà. Et donc, effectivement, pendant 15 ans, ils réunissent en Angleterre, aux États-Unis, les gens les plus intelligents qu'ils peuvent trouver. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne vont jamais arriver à leur truc, parce que la science de l'homme progresse et on voit bien que la nature humaine fait que ça n'arrivera pas. En revanche, ils constatent deux choses. C'est qu'ils ont envie de promouvoir la connaissance sur l'intelligence, et on a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi en neurosciences, par exemple, dont je parlerai tout à l'heure, dans la salle. Et puis, ils découvrent aussi qu'il y a des gens qui trouvent un endroit, alors ça peut être ça peut être le GAPES, ça peut être plein de trucs, où ils se sentent chez eux, où ils peuvent raconter leurs blagues sans qu'on les regarde, où ils peuvent arriver. Moi j'ai vu ma première réunion d'un comité France Mensa, j'ai vu un type arriver, petit moustachu, chaussettes blanches, sandales, bonnet péruvien, un gros pull, on était en juin, qui était très vilain, et un pantalon de survêt. Et ce mec, ça me gênait pas, quoi. Je sortais d'un salon très chic, machin, mais là, ça me gênait pas. Et en fait, c'est le mec qui m'a rendu le plus grand service, parce que c'était un documentaliste à la retraite. Il venait toujours avec un petit sac à dos avec des bouquins qui étaient introuvables en librairie. Et en fait, quand on s'emmerdait dans les assemblées générales médecins, parce qu'il y a des gens qui s'écoutent parler, toujours, dans tous les endroits, hein, c'est pas qu'à l'Assemblée nationale, on allait piquer des bouquins, le feuilleter, etc. Et on y a découvert des pépites. Voilà. Donc ça, c'était pas fantastique. Donc ça veut dire que, je voulais rebondir, c'est dommage que Saverio soit plus là, meilleur milliard. Saverio est un type extraordinaire, que j'aime beaucoup. Il a juste dit une connerie tout à l'heure, il a dit « moi je suis pas surdoué ». En fait, il n'en sait rien, parce que même un Cédric Villani, il ne peut pas s'auto-tester, s'auto-évaluer sur une moyenne bizarrement pondérée de 10 dimensions. C'est pas possible. Donc a priori, Saverio non plus. Et en fait, on est très doué parce qu'on doute, pour surgrossir nos faiblesses. Donc je connais quelqu'un qui l'est, d'accord? Moi je ne suis pas, mais je connais quelqu'un qui l'est, alors que la plupart des surdoués ont des intelligences hétérogènes. Donc en fait, il y a des domaines où ils sont très forts. Moi par exemple, c'est la mémoire. Je le savais, mais pendant très longtemps, je me suis dit c'est un truc de cirque, quoi. Ça sert à rien. Puis en fait, quand j'ai compris comment fonctionnent les synapses et où ils ont cherché les mémoires, je me suis dit c'est pour ça que j'ai une super intuition sur les marchés financiers ou sur ce qui va se passer en stratégie, dans un board, des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, j'ai tout ça, j'ai toute mon expérience en mémoire. Et c'est mes synapses qui vont chercher ça à la vitesse de l'électricité, alors que si je raisonne, en fait, je raisonne de communiquer, quoi. Alors après, je peux mettre de la stratégie, ce que je sais de Sun Tzu, de Clausewitz, de tout ça. Mais au départ, je fais confiance à mon intuition, je m'embusque. Et en fait, donc, mais ça continue à être ça. Et en fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les gens qui restent à Mensa ont un grand mal-être et parfois ont juste comme vie sociale celle de Mensa, ou alors les gens qui viennent sont très isolés, ils retrouvent un petit club, où ils se retrouvent par centre d'intérêt, ce qu'on appelle des SIC chez nous, le Special Interest Group, ou alors il y a des bénévoles qui font des choses extraordinaires. Et c'est vrai que c'est un réseau international incroyable. On l'a ouvert en Asie en 2011, là en Chine, c'est en train de devenir plus grand que les États-Unis, où il y a 150 000 membres. Enfin, je veux dire, il y a en Afrique aussi, il y a des ouvertures de plusieurs pays. Il y avait historiquement l'Afrique du Sud, maintenant il y a des pays francophones. Enfin, il y a je dirais, un côté international avec un côté très... on s'accueille les uns les autres, on s'héberge gratuitement, etc., qui permet à un certain nombre de gens de voyager, d'échanger dans notre culture un petit budget. Donc ça, c'est les bons côtés, je pense, de médecin. Alors, je voudrais venir un petit peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais dire d'abord un vilain mot, mais je vais le définir.
la comorbidité. Donc la comorbidité en médecine. Et je vais aller à ce qui nous intéresse. Alors, un exemple, les ASPI, les Asperger pour les intimes. Donc des gens très intelligents et qui peuvent avoir des troubles de nature très différente. Une personne qui va se manifester par un repli social, une phobie scolaire, une phobie sociale, et ça, on sait que ça va directement au suicide. Donc ça, il faut tout de suite faire un court-circuit, sortir la personne sous votre de confiance ou l'hospitaliser. Et ça, c'est très très dangereux, le repli social. Il faut casser ça si vous avez ça dans vos proches. Un ASPI, moi j'ai aidé Cédric Vallini pendant des années avant qu'il soit connu. Un ASPI, ça peut être très visible, comme quand j'ai connu Cédric au début. Ça peut ne pas du tout être visible, comme quand j'ai filmé, vous tapez Villani hypersensibilité sur YouTube, vous allez voir la vidéo où il parle. Il regarde la caméra, sauf que je lui ai parlé une demi-heure avant, dans son bureau où il était en confiance à l'Institut Poincaré, et là où il avait le regard qui se baladait dans tous les sens. Et une fois que je l'ai senti apaisé, on l'a filmé. Et puis aujourd'hui, c'est un trimar, vous vous rendez même plus compte que, ou un peu encore, parce qu'il a aussi des traits de génie, donc il est différent. Donc en fait, le spectre autistique, c'est pas juste Raymond, c'est pas juste la personne qui ne voit pas dans les yeux. Ça peut être parfois des gens très sociables, mais vous avez un score, même une auto-évaluation, la SQ, et en fait, en gros, si la personne a entre 12 et 26, ben, elle n'est pas affectée. Si elle a à partir de 32, c'est un vrai Asperger diagnosticable, et puis si elle est entre les deux, ben, elle a quand même des problèmes, par exemple de communication, ou par exemple, moi j'ai rencontré des enfants de 18 ans qui avaient plus de petite amie depuis 6 ans, 7 ans. Parce qu'ils avaient peur de souffrir, parce qu'en fait, ils ne savaient pas. Moi, j'ai connu une femme de 51 ans qui m'a dit « Bon, je savais que j'étais aveugle, je savais que j'étais TDA, je savais que j'étais surdoué, mais là, je viens d'apprendre que j'étais ASPI, ça m'a changé ma vie. Parce qu'il y a des trucs que je n'avais pas compris, et puis maintenant, tout c'est clair. » J'ai dit bah, « Tu aurais dû me demander, parce que je l'avais vu depuis 2 ans. » Alors, je me suis presque fait engueuler, mais sauf que moi, effectivement, j'avance, je dirais, à tâtons, et ça, c'est une des 22 questions qu'on peut se poser quand il reste des difficultés rémanentes que ni la médecine ni la psychologie n'arrivent à adresser. Et donc, les sites d'ASPI sont très bien fichus, de la même façon que les sites de bipolaire. Et alors, sauf que c'est pas suffisant. Parce que, voilà, là, je vais vous parler de PubMed. Alors, PubMed, c'est une base de données indispensable si vous essayez de, je dirais, voilà, résoudre avec votre bon sens des problèmes insolubles de vos proches sur lesquels les médecins butent. Parce que, bon, c'est en anglais, mais tout est en accès libre. Je vais vous raconter un exemple. J'ai assisté à un débat pendant 2 ans entre un grand spécialiste du trouble déficit d'attention et un grand spécialiste des troubles bipolaires. Le grand spécialiste des troubles bipolaires disait « Cette dame est bipolaire, donc il faudrait traiter sa bipolarité, sauf qu'il avait des vieux médicaments type des anticonvulsivants qui ne marchent absolument pas. Comme il avait 75 ans, il n'était pas du tout au courant qu'il existe des nouvelles molécules qui sont bien mieux que le lithium ou les anticonvulsivants. Et puis de l'autre côté, vous aviez le spécialiste du TDA qui disait ce monsieur, il lui faut du Concerta diffusion lente. Et alors là, le grand spécialiste de trouble bipolaire dit mais pas du tout, c'est une amphétamine. Ça va l'exciter. Et ce que ce monsieur ne savait pas, alors que c'était un grand professeur, parce qu'il ne peut pas tout savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet paradoxal du méthylphénidate, c'est-à-dire que sur des vrais TDA avérés, c'est apaisant, et sur des gens qui le prendraient et qui ne sont pas TDA, c'est une amphétamine. Donc une quasi-drogue, c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir une ordonnance, à reproduire, etc. Mais n'empêche que, un jour, je tombe sur une femme médecin qui me dit « Mais monsieur, parce que j'étais allé sur le site Bicycle, voilà, pour aller me renseigner. Bicycle, c'est un des sites bien foutus pour les bipolaires, les cyclotimiques, etc. Et il vous donnait le tableau de comment faire un différentiel de diagnostic entre troubles bipolaires et troubles déficit d'attention. Donc c'est un gros débat en ce moment dans notre population de doués. Et en fait, cette femme médecin me dit « Mais monsieur, il y a des articles qui sont sortis en Suisse, aux États-Unis, il y a une énorme comorbidité entre les deux. Donc c'est pas fromage ou dessert, dans le cas de cette personne, c'est les deux. Et donc cette personne, au bout de 20 ans d'errance diagnostique et de grands mal-être, avec des tentatives de suicide, avec un couple qui a explosé, des enfants en dérive, qui se droguent, l'autre qui a fait des tentatives, enfin une vie éclatée, tout à coup cette personne a pu se reconstruire. Simplement parce que elle a eu la chance de tomber sur une femme médecin formée récemment qui était un peu curieuse et qui avait regardé que voilà, la comorbidité, c'était vraiment intéressant à creuser. Donc en fait, vous allez être plus intelligent que les meilleurs spécialistes que vous voyez,
parce que c'est votre enfant, ou c'est votre proche, c'est votre frère, c'est votre sœur, donc vous allez passer des nuits là-dessus. Moi, quand j'ai eu un proche qui était en phobie sociale, je peux vous dire qu'en une nuit, j'ai lu tout ce qui concerne la phobie sociale et j'ai compris que ça menait au suicide et j'ai fait hospitaliser le proche, d'office, parce que sa vie était en danger et qu'on en avait pour 2 mois, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous avez ce pouvoir, vous, de vous dire, moi je suis un bénévole, hein. Bon, je suis petit-fils de médecin, petit-fils de pharmacien, mais je n'ai jamais fait de médecine. Donc je m'arrête en humilité, en passant la balle à des psychologues, à des psychiatres, à des spécialistes du traumatisme, etc. Mais j'arrive à faire mon petit parcours de soins pour qu'in fine, comme on dit dans l'école de Mélanie Klein, la personne ressorte mieux après avoir vu bénévole que quand elle est arrivée, quoi. Parce qu'on en a marre de tout ce gâchis, quoi. Alors, l'errance diagnostique, pourquoi c'est un fléau? Donc, d'abord, vous voyez, il faut en moyenne, donc vous voyez l'argent qu'il faut, la résilience qu'il faut pour payer 5 psychiatres différents qui vont sur un argument d'autorité. Donc, il faut que les parents, à un moment, disent non, mais ça colle pas. Ou la personne dise cette personne me fait du mal et je me donne suffisamment de bienveillance pour accepter que c'est pas moi le problème, c'est elle. Les psychiatres qui parfois pensent qu'ils sont manipulés, donc ils vont être extrêmement violents en pensant que vous allez résister parce qu'ils ne vous voient pas aussi sensible que vous l'êtes. Et le trauma, parfois, c'est pas un trauma légal, c'est un trauma au sens de votre sensibilité. Donc vous êtes les seuls à pouvoir dire si vous êtes traumatisé, et vos proches qui vous voient en boucle sont les seuls à pouvoir vous alerter sur le fait que vous l'êtes. Et voilà. Donc, 5 psychiatres consultés en moyenne pour arriver à un diagnostic correct, des médicaments corrects. Puis évidemment, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé d'aller à un centre gratuit, chez Fondamental, ou alors à l'hôpital, vous allez avoir 6 mois d'attente. Et entre-temps, les gens ils peuvent se désespérer si on ne les tient pas, quoi. Donc, les conduites sexuelles à risque, j'en ai parlé. Combien de gens ont eu le sida sur des phases maniaques et sont morts aujourd'hui? Les médications donc surannées-inopérantes, je vous parlais des anticonvulsivants par exemple. Le risque sérotoninergique, tiens, ça c'est un de mes favoris. Vous avez un antidépresseur, dans les récents, Type-Déroxane, etc., il y en a qui fusent, en fait. Donc pour les grands dépressifs, ça marche au début, puis ça marche plus. Donc il faut essayer d'autres molécules. Une vieille, la nafranil, une nouvelle, la pilule magique, etc. Et donc il faut gérer le biseau entre les 2 molécules. Et en fait, vous avez un risque majeur de mortalité. Ce risque-là, c'est si vous en avez trop dans le sang. Donc en fait, les jeunes internes, moi j'ai eu le cas plusieurs fois dans une clinique très chic, où en fait, ils ne font pas attention, finalement, la personne est en surdose, elle déclenche des signaux physiologiques. Cette fois-ci, on parlait de l'importance du physiologique autant que du psychologique. Et justement, alors là, ils se parlent encore moins, hein, les deux. Hein. Les généticiens, ils sont à part. Les épigénéticiens aussi, ils ne parlent même pas aux généticiens. Après, les spécialistes du physiologique sont chacun dans leur chapelle. Si on leur met pas un parcours de soins, ils ne se parlent pas. Et puis alors, les psys, ça, enfin, franchement, on ne sait même pas si c'est sérieux. Voilà. Et puis les psys, eux, ils se prennent évidemment très au sérieux, mais ils ne parlent pas aux spécialités à côté, quoi. Donc tout ça, et c'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est pas toujours de l'orgueil. Si j'ai vu quand même un truc assez extraordinaire, il faut que je vous raconte. Jeune chef de clinique brillantissime, une des filles les plus brillantes de sa génération, qui travaille dans un centre pour grande anorexie, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de femmes. Et puis elle reçoit une espèce de cobaye, quoi. Un garçon qui n'allait pas bien, et il y avait de la place chez elle. Elle dit tiens, moi je veux bien tenter, ça m'apprend des trucs. Effectivement, elle apprend plein de choses, un peu au détriment du gamin et de la famille, mais elle apprend plein de choses. Et puis un jour, je lui dis écoutez, j'ai vu les 2 parents, ils sont quand même très inquiets pour leur enfant. Est-ce que vous voulez pas avoir accès à leur fille? Elle me dit mais c'est interdit par la loi. Je vais leur demander. Alors, je reviens la voir, je dis les 2 parents sont prêts à vous signer des charges, des autorisations pour voir un dossier psychiatrique. Il y a une lourde quand même psychiatrie, il y a beaucoup, on sait aujourd'hui par exemple la schizophrénie, c'est 70% de transmission à 1 ou 2 générations, enfin etc. Donc on a des connaissances dans la transmission de la génétique pourrie qu'on peut avoir chez les ancêtres, qui est assez phénoménale. Et la fille me dit, mais ça m'a laissé sans voix, elle me dit avec un regard très assuré, très sûr d'elle, elle me dit, la méthode des entretiens me suffit. Voilà. Ça c'est le mandarinat médical, c'est-à-dire que cette femme a perdu des semaines et des souffrances de ce garçon, de la famille, parce qu'elle a estimé qu'elle n'avait même pas regardé une piste qu'on lui mâchait, qu'on lui indiquait. Non mais non, la génétique, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, moi je suis toute puissante. Et heureusement, ces derniers bastions de la psychiatrie où il y a encore de la toute puissance, ça fait maintenant 30-40 ans qu'on en parle, et c'est dramatique, quoi. Moi, quand je parle à des psys intelligents, qui soient psychiatres ou psychologues, qui ont envie que les gens aillent mieux,
bah, ils me disent, ok, bah, c'est quoi les 22 que je dois checker, quoi? C'est quoi ma checklist? Moi, c'est ce que je fais quand on m'envoie des cas soi-disant insolubles. Je déroule la checklist, et puis, bah oui, avec l'expérience, on arrive à voir des trucs. Moi, un jour, je suis chez un couple, j'aime bien voir les parents d'abord. On m'avait appelé pour un enfant, et puis, en fait, l'autre enfant, il avait un gros problème qu'il ne s'avait pas vu, quoi. Donc, je lui ai dit, mais attendez, votre autre fils, là, oh non, ça va. Mais je dis, bah voilà, regardez ça, ça et ça et ça. Et puis, bah, du coup, donc, vous voyez, après, c'est l'œil. Mais pensez que aujourd'hui, dans le personnel médical auquel vous avez accès, personne, à part quelques bénévoles, n'a de vision transverse de toute la checklist qu'il faut faire. Donc je sortirai un bouquin là-dessus bientôt, avec des jeunes très talentueuses qui parleront de choses assez nouvelles et qui me semblent très intéressantes à couvrir, qu'on n'a pas pu couvrir avec Ariel dans le premier bouquin. Et puis une piste que je pousse pas mal, parce qu'il se trouve qu'on finance pas mal de gens autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle va amener beaucoup à l'aide au diagnostic. Mais le problème, c'est celui qu'on appelle dans la Silicon Valley le garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on ne conçoit pas très très bien le parcours de raisonnement de la machine, après elle peut être auto-apprenante. Mais si on ne construit pas très très bien en amont, donc c'est affreusement complexe, il faut beaucoup de spécialistes, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de temps. Et ça, heureusement, on a accès à des gens formidables. Ça, je pense que c'est l'espoir qui permettra de mettre fin, en tout cas, de contribuer à mettre fin à ce fléau. Alors, les traumatismes et conséquences. Comment faire un traumatisme? Je vous l'ai dit. C'est une boucle, mais la personne qui souffre ne le voit pas. Les proches lui disent, mais elle n'imprime pas. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. On fait des conférences dans notre petit milieu de famille office. Enfin, c'est un secteur financier très discret. On se fait des conférences les uns aux autres dans des endroits très sympathiques. Et je fais la connaissance d'un garçon d'un Moyen-Oriental qui s'appelle Karim, qui est très brillant, qui a fait une énorme fortune à Wall Street. Et puis on devient copains. Et il nous faisait des vœux au Nouvel An qui étaient les plus sublimes qu'on se met. Et puis sa première conférence, je me rappelle, c'était voilà, je suis un survivant. Et il nous explique qu'il a été pris dans cette fameuse prise d'otage en Inde où il n'y a quasiment pas eu de survivants. Il s'est caché pendant 36 heures sous des cadavres et il a failli vraiment mourir. Et ça a transformé sa vision, comme souvent. La fameuse deuxième vie qui commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Et donc, il commençait toutes ses conférences comme ça. Et un jour, je lui dis, dis donc, tu es quand même souvent à New York, tu as entendu parler de Francine Shapiro? Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, c'est une fille Chicago formidable, elle a mis au point une technique qui s'appelle le MDR. Je te file un bouquin et la prochaine fois que tu vas à New York, essaye de voir un spécialiste. Voilà le mec qui a créé la méthode, etc. David Bourne, il est à New York, va voir. Et puis je le revois 9 mois plus tard dans une conférence. Et alors je me planque au fond parce que j'étais un peu en retard. Il se fait un petit sourire parce que pour la première fois, il ne commence pas comme d'habitude. Il ne parle pas de son truc. Et j'attends la fin de la conférence, il vient saluer tous ses copains, il vient me voir. Et évidemment, je lui dis rien. Et on discute de choses et d'autres, sa conférence, je fais ici, machin truc. Et puis à la fin, je lui dis, entre parenthèses, je lui dis, au fait, t'as essayé de faire de la guerre à New York? Il m'a dit, ah ouais, génial. Et il n'avait pas fait le lien. C'est-à-dire qu'il ne se voyait pas en boucle avant, et il ne s'est pas vu débrancher en boucle après. Et le connaissant, il m'aurait remercié pendant 10 minutes s'il avait fait le lien. Mais moi, je m'en fichais, il allait mieux. Et combien de gens j'ai pu sortir comme ça? Moi, j'ai un exemple que je pense beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'a mis en relation avec Alban. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est à l'étranger aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle vient me voir parce que sa fille était pas bien. Sa fille était vraiment pas bien, c'est une fille brillante en échec scolaire. Je m'aperçois assez vite que le père elle a beaucoup de mal avec le père qui est très lunatique. Donc elle ne sait jamais dans quel état elle va le trouver. Une fois il est bienveillant, une fois il est dur, etc. Et c'est l'époque où on s'est construit par rapport. Le premier amoureux, c'est le père pour une femme. Donc c'est très violent pour elle. Donc je reviens toujours à ma vieille parabole des hérissons de Schopenhauer qui va saouler les gens dans la salle qui l'ont déjà entendu. Les êtres humains sont comme des hérissons pris dans une tempête en hiver. S'ils s'éloignent trop loin les uns des autres, ils meurent de froid. S'ils se rapprochent trop près les uns des autres, ils se piquent. Donc il faut toujours trouver dans les relations avec les êtres, avec les chéris, etc., avec les enfants, avec les parents, avec les collègues, avec les amis, avec les fournisseurs, avec les clients, cette espèce d'ajustement de la bonne distance en permanence. Il y en a qui sont équipés pour, il y en a qui doivent apprendre cette compétence. Mais c'est une compétence indispensable.
Donc voilà, et donc en fait ça c'est vraiment un sujet important parce que si l'autre me pique et que je reviens à ce que disait Saverio, hypersensible, hyperstimulable, lui peut-être qu'il ne l'est pas, donc il n'a pas l'impression de l'avoir piqué. Mais moi je suis peut-être traumatisé pour des années et en boucle sur mon trauma. Et si je suis assez bienveillant avec moi, assez bienveillante pour dire en fait c'est ok que moi j'ai été traumatisé, et j'ai beaucoup de chance par rapport à mes parents, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent, en 4-5 séances, des techniques de thérapie brève, de débrancher ça. Ça va beaucoup mieux. L'INSERM m'a osé, en 2003, faire un rapport sur l'efficacité des méthodes psychanalytiques, psychiatriques, face aux maladies. Par exemple, on sait depuis que la psychanalyse, ça ne sert à rien sur un autiste. Strictement rien. C'est perdre son temps. Évidemment, ça a fait pousser des cris d'Orphée, avec Claude Almos en tête, qui nous a fait un magnifique article dans Le Monde, qui disait « Mais la psychanalyse, ça ne sert pas à aller mieux, ça sert à mieux se connaître. » Alors moi, j'en parle aux gens de l'école de Mélanie Klein, qui me disent « Mais c'est du grand n'importe quoi. Chez Mélanie Klein, quelqu'un qui sort doit se trouver mieux que quand il rentre. » Donc vous voyez, voilà des chapelles, et là, on n'est que dans la psy, on n'est pas dans la génétique, on n'est pas dans la physiologie. On parlait tout à l'heure d'un truc très important dont on a parlé à Mensa Bordeaux, c'est le lien entre le TDA et le microbiote, pardon. Ah là, on est au début des recherches. Il y a des gens qui travaillent sur des selles et sur des choses qu'on peut faire pour soigner ça. Il y a des grands spécialistes italiens dans la salle, je sais, mais en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez, on est dans un circuit qui n'est même plus un parcours de soins juste psy. Parce que là, je serais à 12-15 comorbidités à checker. Mais par exemple, il y a 20% des bipolaires qui sont des faux bipolaires qui sont en fait des troubles neurologiques. Quel spécialiste des bipolaires en France, parmi les plus pointus, même ceux qui sont aux États-Unis, savent qu'en fait, ils diagnostiquent des faux bipolaires et qu'ils les traitent par erreur avec des thymorégulateurs, alors qu'en fait, ils ont un déficit neurologique, adressable ou non. Là, il y a beaucoup de progrès sur la neurologie actuellement. On a résolu en 3 ans un problème de maladie orpheline qui aurait dû prendre 15 ans. Donc, je veux dire, il y a vraiment des exploits qui sont faits. Donc voilà, c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider, parce que le problème est vaste et complexe, et il est multi-compétences. Et effectivement, si on fait du garbage in, ça va pas marcher. Et ce qu'on sait, c'est que si on fait quelque chose de bien, on va résoudre, on va aider, on va sauver des millions de vies. Des millions de vies qui souffrent. Les problèmes neurologiques, j'inclus la sclérose en plaques, l'Alzheimer, sur lesquels il y a des progrès énormes aujourd'hui. Donc, évolution des solutions médicales efficaces, souvent, peut-être pas à la vitesse de l'éclair, mais disons à une vitesse pluriannuelle ou quinquennale assez spectaculaire. Donc, si vous ne tenez pas au courant, votre médecin encore moins. Hein. Donc, vous avez tout à fait le devoir d'ingérence, comme dirait quelqu'un, c'est-à-dire d'aller sur PubMed et faites-vous votre idée. C'est gratuit, c'est disponible, il faut juste parler anglais. Voilà. Et sinon, vous allez sur les articles en français, ça marche aussi. Moi, l'article sur la comorbidité entre le TDA et le bipolaire, je ne l'ai pas trouvé sur le site Bicycle, mais je l'ai trouvé sur une revue suisse-française. Donc, j'ai pu le lire. Voilà. Alors, les ruptures amoureuses. Voilà. Voilà, un surdoué, j'ai un exemple très précis en tête dans la belle famille, un surdoué, bipolaire, grand amour, 19 ans, il se pend. Voilà, dans une famille où il n'y avait pas de problème économique, il n'y avait pas de problème d'amour, pas de problème de truc, sauf que on n'avait pas diagnostiqué de trouble bipolaire, famille très croyante, qui pensait que se résolvait à l'église, malheureusement, parce que c'est vraiment des gens chouettes. Et bien le gamin, il est très intelligent, il ne s'est pas raté. Hein. Et c'est un gâchis extraordinaire. Moi, je connaissais bien, c'était vraiment un gamin extraordinaire. Mais sa souffrance était telle que cette séparation était insoutenable, alors qu'en fait, c'était juste un bipolaire mal soigné. On lui a donné des antidépresseurs, pas de bol. Les antidépresseurs, ça l'a poussé à l'acte. Et pourtant, les gens étaient franchement armés des meilleures intentions. Les médecins, les premiers, ils étaient juste pas suffisamment pointus dans tous les domaines, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont, je vous dis, la moitié sont en burn-out. Comment voulez-vous qu'ils aillent voir dans la case d'à côté? Je ne vous parle même pas de ceux qui font médecine que pour l'argent, mais je vous parle des gens consciencieux. C'est impossible. Moi, mon père me disait toujours, lui, il a réussi en 1945 à faire en même temps en médecine dentaire, ce qui était un exploit incroyable. Il m'a dit, ça serait strictement impossible aujourd'hui. La médecine est tellement vaste. C'est déjà bien de faire une seule spécialité et de se maintenir au courant toute sa vie. Donc c'est plutôt porteur d'espoir pour nous. Hein. Moi, je continue à apprendre à 58 ans des trucs, donc ça veut dire que tous les plus jeunes de moi, et même les plus âgés, peuvent continuer à apprendre toute leur vie. Moi, je peux vous dire que la différence entre les gens de mon âge, c'est pas l'âge, c'est pas les bobos médicaux, c'est l'éclat dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y en a
qui sont éteints, vraiment, ils sont des petits vieux, et puis il y en a qui ne sont pas du tout éteints. Voilà, qui voient bien, qu'ils ont un joli cerveau. Et puis vous êtes dans un monde où il y a 5% des gens qui fonctionnent comme ça. Et comme vous vous projetez, vous prenez des murs les uns après les autres, etc. Puis je comprends pas, il y a des injustices, il y a des trahisons, j'ai dit des choses, etc. On en a profité contre moi. Non, vous êtes juste en train de ne pas encore réaliser il n'y a que 5% des gens avec lesquels vous pouvez être sincère. 95% des gens avec lesquels, malheureusement, il faut être hypocrite, prudent, réservé, etc. C'est très fatigant. Hein. Oui, je sais, mais c'est indispensable pour survivre et pour vous épanouir. Donc alors après, il y a des milieux où c'est moins ça. Je sais pas, dans la recherche pharmaceutique, il y en a beaucoup moins. Il faut probablement être ouvert à 30% des gens, 40% des gens. Mais il y a quand même des gens qui se piquent des inventions, il y a quand même des gens, enfin ça existe quand même. Moi j'ai vu des grands chercheurs se faire piquer leurs trucs. Alors bon, ils se disent, bon on s'en fout parce qu'on a tellement de talent, on va recommencer ailleurs. Mais en fait c'est dégueulasse, ils se sont juste fait piquer 4 ans de leur travail. Et on va arriver à un concept que j'adore, qui est les parasites et les prédateurs. Alors avant ça, un point très important, le pathos au pouvoir. Ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire qu'il y a des personnalités très dangereuses dans le monde du travail, dans le couple, même dans votre propre famille. Et puis bah, vous êtes comme, on a parlé de la grenouille tout à l'heure, hein, la grenouille comment on la cuit quand elle est vivante. Si vous la mettez dans l'eau chaude, vous n'allez pas y arriver, elle va sortir. Donc vous la mettez dans l'eau froide, vous la mettez en cuisson lente. Et nous, comme la grenouille, on sait se cuire en cuisson lente. Voilà. Donc le pathos au pouvoir, c'est terrible. Alors, moi j'ai vu un type qui a fait, de mon équipe qui a fait un arrêt cardiaque, c'était le plus bosseur de l'équipe. Mais le patron était un sale type et il le harcelait tout le temps parce que comme c'est le mec qui arrivait plus tôt, il lui tombait à raccourci tous les matins. Le type a 50 ans, pardon. Et un jour il a tendu sa pelouse, un jour de soleil. Sa femme est revenue des courses, elle l'a trouvé allongé, elle est terminée dans la boîte. Donc si vous voulez, il y a plein de trucs sur YouTube gratuits sur les personnalités difficiles. Alors il y a des types fumeux, mais il y a beaucoup de choses sérieuses qui sont faites par des psys ou des gens de votre âge qui parlent un peu votre langage. Et il y a 4-5 personnalités difficiles. Les pires sont les pervers narcissiques, les vrais. Parce que, alors c'est simple, hein, moi mes petits trucs pour reconnaître un pervers narcissique du premier coup, ce sont des gens qui ont une absence d'empathie, donc ils sont incapables de se mettre dans la peau d'autre, et ce sont des gens qui ne rient jamais. Donc quand vous avez ces trucs en tête, alors il y a plein d'autres trucs, hein, vous irez voir sur YouTube, il y a plein d'infos, il y a plein d'autres trucs pour les détecter, mais déjà ça c'est des petits conseils très rapides. Ces gens-là sont extrêmement dangereux. Comme les sociopathes, vous êtes des objets à leur service, donc vous avez pu les sortir des pires merdes, vous avez pu leur rendre les meilleurs services, ils ont pu se faire passer pour des amis. Ce sont des gens qui tueraient père et mère et qui vous enfonceront si c'est avantageux pour eux. Donc ça, j'ai vu des gens s'écrouler plusieurs fois à cause de ça et pas s'en remettre. Donc sachez juste que c'est des grandes visibles, c'est exactement comme pour regarder National Geographic. Il y a des prédateurs et il y a aussi des parasites. Alors ceux-là, c'est mes préférés parce que je suis devenu un chasseur de parasites et de prédateurs dans mon entreprise. Et les parasites, c'est quoi en fait? C'est des crétins qui ne savent pas créer leur subsistance. Et donc en fait, c'est totalement rectiligne, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que maintenant j'ai pitié d'eux alors qu'avant je les trouvais abominables. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas d'autre solution que, comme les sangsues, vous pompez le sang. Et donc, en fait, là, ils vont développer un art extraordinaire du parasitisme. Un étourneau, c'est pas faire un nid, donc il va piquer le nid, voilà, un coucou, pareil, etc. Donc, en fait, ce sont des gens, on est tous animés par le cerveau reptilien, je vais vous apprendre un truc que vous savez déjà. À chaque fois, quand vous ou chez les autres, il y a un bras de fer entre le cerveau reptilien et, effectivement, les fonctions exécutives du cerveau, c'est-à-dire le cerveau rationnel, qui gagne, le cerveau reptilien. Exemple, je vais revenir au TDA parce que c'est un joli exemple. Donc le TDA, c'est un truc génétique, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez les wagonnets qui amènent la nourriture aux neurones, donc la nourriture étant la dopamine que tout le monde fabrique, qui sont brouillés. Donc vous fabriquez votre dopamine, mais elle n'arrive pas aux neurones. Les neurones, ils s'endorment sans dopamine. Donc les neurones commencent à s'endormir. Le chef des fonctions exécutives téléphone au cerveau reptilien en disant les neurones sont en train de s'endormir. Et le cerveau reptilien, lui, il a été fait il y a 20 000 ans. Quand on s'endormait au milieu de la brousse, on se faisait bouffer. Donc il est en panique. Donc il va envoyer des activités parasites qui vont devenir des addictions. La coke, l'alcool, la bouffe, etc., etc. Et tant que vous ne mettez pas un doigt là-dessus, que vous ne donnez pas les bons médicaments, la personne ne va pas arriver à sortir de son addiction. Donc après, l'entourage qui est bienveillant va la culpabiliser.
en disant mais t'as pas de volonté, t'as pas ci, t'as pas ça. Par ignorance, et encore une fois, par bonne volonté. Et la personne qui a pas une écorce très solide, ben, elle peut craquer à ce moment-là. Et puis elle va porter des années de culpabilité, de honte, de tout ça, quoi. Donc effectivement, je dirais que les parasites et prédateurs, ça devient un gros sujet. Alors vous voyez, j'ai mis la petite tête de ça pour vous rappeler, l'enfer c'est les autres. Donc j'ai mis quand l'enfer c'est vraiment les autres. Donc juste un petit schéma. La différence entre la prédation et le parasitisme. Donc, vous voyez, la prédation, je bouffe le poisson, et le parasitisme, je bouffe un petit bout du poisson. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est ce qui est très grave, c'est qu'in fine, parfois le parasite, parce que la différence c'est que le prédateur, il tue tout de suite, dans la nature, il a besoin, mais le problème, c'est que l'homme, il peut tuer par plaisir. Alors que dans le parasitisme, il peut finir par tuer sa proie. Si elle est un peu fragile, sensible, traumatisée, que ça vient appuyer sur des douleurs d'enfance parce que les parents étaient toxiques, etc., bah, c'est des gens qui sont au bord du gouffre. Parce qu'ils ont pris tellement de murs qu'ils n'en peuvent plus, et puis ils sont mal entourés, parce qu'ils ont choisi des gens dont ils pensaient qu'ils étaient des amis. Ah ouais, tiens, un truc que vous allez adorer. Plus on est intelligent, plus on doute. On est d'accord, hein, les grands scientifiques, plus les grands scientifiques disent tous, plus j'avance en science, plus je sais que je ne sais pas grand-chose. D'accord. Ça, c'est vraiment à la fois humble, mais très juste. Manque de bol, l'être humain est fait pour avoir confiance dans les gens qui n'ont pas l'air de douter. Donc des gens qui sont pervers ou qui sont parano, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont tort parce que sinon ils s'écrouleraient, ils vont impressionner, ils vont prendre le pouvoir. Et puis vous allez être sincère, donc vous allez arriver avec vos doutes. Bah, personne ne va vous écouter, même si vous êtes Cassandre et que vous avez raison de dire avant les autres. Donc il vous faut faire un masque où vous êtes sûr de vous, même si vous savez très bien au fond de vous-même que vous doutez. Donc est-ce que je peux être sincère? Ben non. Parce que si je doute, je vais me faire massacrer. En plus, les gens, ils vont en profiter pour monter en épingle tel petit défaut. La chef d'un dirigeant en ce moment, il a failli se faire bouffer 4 ans de travail et son beefsteak de sa propre boîte par un type qui avait commencé à se faire secouer dans une assemblée générale. Le parasite parfait, le mondain, marié milliardaire, menant grand train, etc., jet-setter, donc le pire, quoi. Et le mec, en fait, il s'est dit, merde, il me faut un bouc émissaire, sinon ma réputation va en prendre quelque chose. Il avait fait perdre plusieurs millions à la boîte. Et donc le mec, il l'a fait écouter pendant des années, il n'avait aucun problème pour le dézinguer, lui piquer son beefsteak. Et alors là, quand vous rentrez un peu dans la pathologie, et c'est ce que je vous invite à faire, un pervers narcissique, il a une caractéristique très désagréable. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas flingué votre réputation. Donc vous avez pu mettre 20 ans à bâtir votre réputation au travail, dans le marketing ou ailleurs, madame. Il va vous détruire auprès de tous les gens qui pourraient vous soutenir. Et la grande erreur de notre population, c'est que dans ces cas-là, on se tait, parce que les chiens aboient, la caravane passe, n'est-ce pas? Ben non, manque de bol. Parce que les gens qui vont décider, c'est souvent des canards. Donc si vous travaillez avec des signes décideurs, il faut aller leur parler très vite. Mais le dirigeant en question, il restait dans le silence, il disait même pas mal. On me reproche d'avoir 4 portables en 4 ans, moi je crée des millions de valeurs, c'est quoi le problème? Et je lui dis, ben, on est en train de préparer une attaque au juridique et au pénal et de t'interdire de bosser dans toutes tes sociétés, de te piquer ton beefsteak. Et Teddy Riner, il a dit, moi je me suis piqué mon beefsteak une fois, je ne me ferai plus piquer mon beefsteak. Et là, vous avez besoin du bon sens de la rue. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes théories, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a les pieds sur terre. Un chef bipolaire très célèbre qui s'est suicidé, Bernard Loiseau, il s'était ruiné une première fois, donc son restaurant était en ruine, il avait un expert comptable escroc qui était poursuivi par le fisc, il avait, sa femme le trompait avec le maître d'hôtel, donc il était à 2 doigts de se suicider. Très grand chef. Hein. Et pour sa chance, il avait amené de son petit village un gars qui était plongeur, un cuisinier. Et un soir, ils faisaient le monde ensemble, ils se rappelaient de leur jeunesse. Et puis il raconte tous ses malheurs. Puis son copain l'écoute, j'étais un brave paysan. Puis il le regarde, il dit 3 mots. Il dit, fais le ménage. À Bernard Loiseau, il a foutu dehors la femme, évidemment le maître d'hôtel, l'expert comptable. Et il a tout rebâti, il a récupéré ses 2 macarons Michelin, il a rencontré une femme journaliste qu'il a épousée, donc il a vécu 10-15 ans avant d'être rattrapé par sa maladie qui était mal soignée. Voilà, il a juste fait le ménage, il avait quelqu'un de bon sens qui l'a ramené sur Terre. C'était pas un surdoué qui lui a dit ça. C'était quelqu'un d'ancré qui lui a dit « C'est quoi ce bordel, quoi? T'acceptes ça dans ta vie? Mais réveille-toi, ouvre les yeux. Tu peux pas accepter ça, tu vaux mieux que ça. T'as accepté de souffrir à ce point, on est cruel avec toi et tu rajoutes
de la culpabilité, que tu n'étais pas assez là pour ta femme, c'est pour ça qu'elle te trompe, que tu connais rien à la compta, c'est pour ça que tu t'es fait enfumer. Attends, mais arrête quoi. En fait, tu es en train d'alimenter ta culpabilité, quel que soit le motif. Il y a des gens, je sais pas, ils ont un dégoût pour leur travail, ils viennent d'une famille qui n'est pas connectée au dégoût, ils sont incapables de sortir leur dégoût. Et ainsi de suite. Donc dans les émotions de base, la tristesse, la colère, un train peut en cacher un autre, une émotion peut en cacher une autre. Des gens qui expriment la colère par la tristesse, des gens qui expriment la tristesse par la colère. Et vous regardez papa, maman, il y a forcément des émotions qui ne vous ont pas appris à fluidifier. Donc en tant qu'adulte, c'est votre responsabilité pour vous, pour votre descendance, pour vos amis, de vous réconcilier avec chacune de vos émotions, quelle que soit la méthode que vous choisirez qui vous convient. Donc voilà, la prédation et le parasitisme sont des interactions nuisibles. L'organisme en prédation est appelé prédateur. L'organisme passif est appelé la proie. Moi j'aime beaucoup l'appellation des services secrets russes, qui utilisent très souvent, qui manipulent très souvent des gens très intelligents comme nous. Ils nous appellent les useful idiots, les idiots utiles. Voilà, donc ça va vous aider à atterrir. Moi ça m'a beaucoup aidé à atterrir. Et j'ai une phrase que j'adore, qui est « on n'est jamais déçu par ses propres attentes ». Donc arrêtez de penser que le monde est comme vous êtes des gens rares, vous êtes des signes, et vous êtes des proies pour la plupart d'entre vous. Parce que, et je vous donne un exemple, la première tirade d'Alceste dans Misanthrope, on l'a tous lu à l'école. Moi, je ne comprenais rien à 15 ans, je dis ce mec est un aigri. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je lis la tirade d'Alceste et je dis mais ce mec est un lucide. Il ne détestait pas l'humanité, il a juste compris l'humanité. Quand vous lisez Musset sur le couple, il a parfaitement compris aussi les sens de l'humanité. Donc, en fait, vous avez tout dans vos références littéraires, vous avez déjà lu. Vous n'avez juste pas compris à quel point c'était profond et important pour votre actualité. Alors, le parasitisme, l'organisme actif s'appelle le parasite, le passif est l'hôte. Donc vous êtes soit l'hôte, soit la proie, d'accord, soit vous êtes useful idiot, soit vous accueillez celui qui va vous bouffer. Voilà. C'est vachement sympa. La principale différence entre la prédation et le parasitisme est que le prédateur tue immédiatement la proie dans la prédation, alors que le parasite ne va pas tuer l'organisme hôte. Cependant, dans certains cas, le parasite peut éventuellement tuer l'organisme hôte, et notamment dans notre population de grands sensibles, grands traumatisés qui s'ignorent. D'accord? Alors après, les choix professionnels erronés, c'est le choix c'est pour une autre conférence, il y a des gens qui ont des problèmes là-dessus, il y a des gens qui m'ont vu l'implantation de gants, de red pour Nathalie, je l'ai en anglais pour ceux qui parlent anglais, et voilà. En fait, je voulais arriver à cette conclusion. Le message que vous avez le plus besoin de retenir, c'est qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est qu'il y a des solutions, il y a des compétences, il ne faut jamais s'arrêter de chercher. Moi, j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé vraiment à comprendre à 57 ans. Mais c'était des étapes successives. Il y a des trucs que j'ai compris grâce à mes enfants. Parce qu'effectivement, comme je connais la génétique, j'ai dit, tiens, si les enfants sont là, que je regarde là, quoi. Et puis mon ex-femme, et puis mes parents, ma sœur, mes cousins un problème, etc. Mais en fait, ça vaut le coup, quoi. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai pris souvent des gens au bord du gouffre, hein, vraiment à 2-3 semaines, avec un scénario suicidaire très précis, très répété, etc. Et puis 2-3 ans après, ils sont comme ça. En revanche, on ne peut pas arriver du bas de l'Inde en haut de l'Himalaya en claquant des doigts en 5 secondes. Et le problème, c'est quand vous êtes un peu impulsif, qui est par exemple une des caractéristiques des hyperactifs, bah, ça va jamais assez vite. Hein. Et comme disait mon père, il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire qu'on dit souvent, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, mais que je trouve très forte, que je répétais ce matin à quelqu'un, les deux plus grands guerriers, au-delà de l'intuition que vous avez tous, hein, les deux plus grands guerriers sont la patience et le temps. Et je vous invite tous et toutes à lire ce merveilleux livre, c'est son plus beau, de Hubert Reeves, qui s'appelle Le banc du temps qui passe. Et si vous ne lisez pas, faites au moins l'exercice de la fin du premier chapitre, pour commencer à vous approprier le temps. Encore une fois, ne comptez pas votre enfance. Votre vie adulte, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le premier tiers, la première moitié, ou en tout cas avant-dernier tiers. Et donc, le meilleur reste à venir. Donc ça, c'est pour tout le monde ici. Il n'y a personne dans la salle qui aura pas ça. Mais je peux vous dire que les gens qui sont encore vivants et qui sont là, la plupart d'entre eux, à un moment, ont eu envie de se balancer, ou de tuer d'autres gens, etc. Donc, croyez pas que Nathalie, elle a été assez honnête là-dessus, elle a toujours été bien. Croyez pas que Saverio, elle a toujours été bien. Croyez pas que Christophe André, c'est le plus heureux des hommes. Ces gens-là, je les connais tous. Bon, Christophe, il a 5 ans plus que moi, Saverio, il en a 5 de moins.
on est tous passés par des galères insupportables, on a tous entendu des horreurs. Mais en fait, alors là, on va revenir à Cyrulnik, que j'apprécie parce que je trouve qu'il a fait faire des progrès énormes. C'est un peu réducteur ce qu'a dit Samia tout à l'heure. Moi, je pense par exemple quand Cyrulnik dit, quelqu'un qui a été dans une catastrophe de train, c'est très résilient pour lui d'aller aider les victimes des catastrophes suivantes, ou une femme violée d'aller dans les associations de femmes violées, et ainsi de suite, ou les gens qui ont subi l'inceste d'aller dans les associations de soutien. Ben oui, parce que ça permet de se reconstruire aussi, effectivement, émotionnellement. J'ai parlé de l'importance de ces émotions. Donc ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pour vous tous. Vous voyez, les animaux, ils sont très différents. Hein, on est des animaux, on le sait, hein, avec un petit peu de choses en plus, mais c'est-à-dire que nous, on tue pas, on tue en plus pour le plaisir, quoi. Et on se vole pour le plaisir, on tue pour le plaisir, on ne le fait pas juste par nécessité pour manger, donc on est un petit peu plus cruel. La cruauté dans le monde est immense. Donc si vous observez vraiment, pour des hypersensibles que nous sommes quasiment tous, à quel point cette cruauté réelle est beaucoup plus élevée que pour vos copains, vos copines qui sont des canards, même si vous les adorez, même si vous faites du sport ensemble, vous sortez ensemble, et que sais-je, vous faites un cercle littéraire ensemble, parce qu'il vous plaît. Il faut être bienveillant avec vous, c'est beaucoup de choses, mais c'est d'abord accepter que ce que les autres vous projettent n'est pas votre réalité, n'est pas la réalité juste. Il y a un petit bout de votre intuition au fond de vous, une toute petite voix que vous avez mise sous 3 couvercles, qui sait exactement qu'en fait c'est d'une violence inouïe pour vous. Et ça peut venir de votre psychiatre, ça peut venir de votre meilleur ami, parce que hein, c'est fait protégez-moi de mes amis, mes ennemis, j'en charge. Vos traumatismes, aujourd'hui, il y a des méthodes pour en sortir, il y a des méthodes pour les dépasser. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne commencez pas par ça, même si vous avez trouvé, vous avez checké les 22 critères et vous dites ça y est, champion, j'ai tout compris, j'ai les bons médicaments, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez être dans ce que Cyrulnik appelle la survie. Vous n'allez pas vivre pleinement. Donc vous êtes dans la catégorie des gens qui auront, là pour le coup, c'est plus de l'imposteur, c'est foirer leur potentiel objectivement. Alors vous aurez quand même vécu, c'est déjà une victoire pour beaucoup d'entre vous d'être en vie, de se battre, de continuer. Mais c'est dommage, parce que il y a des gens dans la salle, même si moi j'ai mis, peut-être 57 ans à accepter de le dire pour, il y a des gens dans la salle, même avec des intelligences très hétérogènes, dans certaines dimensions de leur personnalité, ont du génie au propre sens du terme. Ils ne seront jamais Einstein, ils n'auront jamais de prix Nobel, mais ils sont proprement géniaux. Ça peut être en littérature, ça peut être en informatique, ça peut être ce que vous voulez, en créativité, en art, en cirque, tout ce que vous voulez, mais ils sont proprement géniaux, ils ont une place juste. Et ça, mais non, moi, ce que je fais facilement, ça n'a pas de valeur. En revanche, je connais à fond tous mes défauts, et je doute suffisamment pour savoir que moi je suis nul en ça, et je connais des gens qui sont très forts en ça. Donc ceux-là, oui, ils peuvent aller en médecin, ils peuvent être surdoués, ils peuvent se poser la question. Mais moi, c'est le coup de Saverio tout à l'heure. Moi, non, je ne fais pas partie de cette population. Bien sûr. Non. Et je ne vais pas regarder ça. Donc, vous ne regardez pas la nuance, vous la regardez pour ceux qui sont ici, et vous ne regardez pas la comorbidité, ou alors vous n'avez pas accès aux ressources, vous n'avez pas les moyens, ou vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la volonté de dérouler tout ça, parce qu'il en faut du courage, de la persévérance, il faut être un peu morpion pour aller jusqu'au bout du cycle. Même à la limite, vous tombez sur le bon truc, vous n'avez pas le bon spécialiste. Ben oui, il sait que vous êtes bipolaire, mais il vous donne des anticonvulsivants. Ah ben c'est con. Vous parlez à vos amis, et puis, ah oui, il y a une médecin super, je vais voir, elle est vraiment géniale, elle m'a remis debout, elle m'a permis de réussir ma carrière d'avocate. Ah oui, tiens, ça m'intéresse, donne-moi les coordonnées. Et puis en fait, quand vous n'allez pas bien, 2 ans après, vous l'appelez, et puis c'est la personne qui vous sauve. Voilà. Donc en fait, c'est du tâtonnement, c'est des erreurs. Mais moi, le truc le plus important qu'on m'a appris, c'était en terminale, c'était mon prof de philo, qui était un ethnologue, et qui me disait, messieurs, n'oubliez jamais, la vie, c'est un aller-retour entre la théorie et la pratique. La théorie, la pratique, la théorie, la pratique. Donc il faut être en veille, il faut regarder ce qui se passe, il faut parler aux gens, et il faut oser, oser savoir, s'appairer à auder. On revient sur nos vieilles racines, il y a 2 phrases, Gnotis et automne, connais-toi toi-même, mais là, on a des outils extraordinaires au niveau médical, physiologique, psychologique, psychiatrique, voilà, jusqu'au retraitement des traumas comme ça, en claquant des doigts pour certaines personnes. Je vais vous donner un dernier exemple avant de passer aux questions. J'ai une amie de plus de 50 ans qui se confie un jour à moi, parce que je suis en bienveillance, je suis en non-jugement, comme disait Samuel tout à l'heure. Du coup, il se trouve que parfois les gens disent « Oh tiens, c'est bizarre, je t'ai dit un truc que je n'avais jamais dit à personne ». Et elle m'avoue, grande dame du 16e,
3 enfants, ont été élevés dans les meilleures écoles catholiques. Elle me dit, bah voilà, je suis bretonne, et entre 12 et 18 ans, j'ai été violée par mon père. Quand j'allais voir ma mère, elle me disait tais-toi. Quand j'allais voir mes grands-parents, elle me disait tais-toi. Donc à 18 ans, je me suis pas chez moi. Toujours triste. Je me dis merde, sa fille va bien, elle vit avec sa fille, elle est heureuse en amour, elle est heureuse dans le boulot, what is the fuck? Et là je dis, je suis en limite de compétence. Donc en désespoir de cause, je lui dis, va voir tes spécialistes, là c'est à limite, moi je sais plus faire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, je dois m'arrêter comme ça, mais de toute façon je passe toujours la main aux spécialistes. Et puis elle me rappelle, 5 jours après, hyper enthousiaste, elle m'a dit, écoute, c'est un truc de dingue. Je lui ai raconté mon histoire, donc moi je la connaissais, évidemment je n'avais pas briefé le médecin dessus. Voilà, je m'entends pas bien avec ma mère, je me suis construite psychologiquement avec ma grand-mère, et puis elle est morte il y a 20 ans, depuis je m'en remets pas. Et donc le psychiatre, qui est plus expérimenté que moi, lui dit, moi je sais qu'un grand deuil ça prend 5 ans maximum, mais le psychiatre lui dit, même pas possible quoi. Vous ne portez pas un deuil pendant 20 ans, surtout quelqu'un comme vous qui pense à la vitesse d'éclair, j'y crois pas. Et il lui dit, intéressez-vous à votre arrière-grand-mère. Et la fille, qui est assez, on va dire, structurée, lui rentre dedans en disant, mais attendez, je ne l'ai pas connue, quoi. Et le psy insiste. Elle rentre chez elle, elle colle sa mère dans un coin, sa mère essaye de l'enfumer, elle lui raconte des histoires, elle ne la lâche pas. Et sa mère finit par lui cracher le morceau qu'on lui avait toujours caché parce qu'elle adorait sa grand-mère, donc on ne voulait pas lui faire de peine. Son arrière-grand-mère s'était pendue et sa grand-mère avait été celle qui avait retrouvé sa propre mère pendue. Donc elle a vécu presque 50 ans en portant le traumatisme d'un deuil sans en avoir connaissance, contrairement à la moitié de sa famille. Mais le fait de s'être construit avec cette femme qui portait ce deuil dont elle ne lui a jamais parlé, ben, bien après la mort de cette femme, elle portait le deuil de cette femme. Donc à partir de ce moment-là, il m'a dit, tu fais quoi? Ben, je lui ai dit, tu vas commencer à écrire. Parce que toute cette douleur, tu dois la poser sur le papier, tu ne dois pas la garder en toi. Je lui ai dit, mais je ne suis pas une bonne plume. Je lui ai dit, si, tu es une bonne plume, tu maîtrises très bien la sémantique, tu as une grande intelligence, compréhension verbale, tu as une note exceptionnelle. Fais-moi confiance. Voilà, c'était une bonne plume. Voilà, j'ai écrit, je vois à peu près ce que c'est qu'une bonne plume. Bon, pas convaincu. Puis un mois après, elle me dit, voilà, j'ai écrit une page. Je lui ai dit, continue, c'est bon. Et là, elle va sortir un bouquin, en fait. Elle va sortir un bouquin avec son histoire, et elle écrit régulièrement des articles dans un journal très sérieux, et elle a développé cette corde, madame, donc c'était pas du marketing, elle était dans un autre secteur, mais elle a développé cette corde qu'elle avait en elle, pour elle c'était le littéraire, mais évidemment tous les livres, on commence par parler de soi. Moi dans mon premier livre, il y a des moments où je prends des exemples qui n'ont pas l'air d'être moi, mais qui sont moi. Et donc, effectivement, comme Amélie Nothomb, par exemple, dit très bien qu'elle parle souvent d'elle, en fait, elle parle d'elle. Mais en même temps, c'est très... ça l'aide beaucoup. Donc voilà, vous voyez, cette femme, on a réussi à trouver un truc qu'elle portait en elle qui était transgénérationnel. Et c'est pas en allant voir des gens fumeux qui font voilà, des constellations familiales. Hein. C'est juste en allant voir un psychiatre compétent en traumatisme qui a déroulé ses 7-8 boîtes à outils. Et puis, voilà, lui, il en a 7-8 sur les 22, c'est déjà beaucoup. Hein. Et puis, ben voilà. Et à partir de ce moment-là, cette femme, sa fille va mieux, son travail va mieux, sa construction en tant que femme, par rapport à une femme qui portait un deuil, va mieux. Donc du coup, elle ne voulait pas aller en Allemagne, elle est allée en Allemagne, elle pensait qu'elle ne retrouverait pas son arrière-grand-mère, elle a trouvé la tombe, elle est allée s'y recueillir avec des amis, etc. Donc, en fait, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne pensez. Il y a des choses beaucoup plus essentielles que par culpabilité, en donnant trop d'importance au regard des autres, vous ne mettez pas assez de bienveillance sur vous autour de la cruauté de vos proches. Cette cruauté, elle n'est pas voulue, la plupart de vos proches ne sont pas toxiques, parfois il y en a aussi, hein. Mais cette cruauté, elle est celle que vous ressentez, et comme je disais encore à quelqu'un aujourd'hui, personne d'autre que vous, y compris les bénévoles, y compris les spécialistes, n'est compétent pour savoir à quel point quelque chose vous traumatise. L'expert, c'est vous. La personne en mouvement, parce que vous êtes la plus motivée, c'est vous. Qui va remettre le dossier au-dessus de la pile, c'est vous. Moi, j'avais un gamin que je suspectais de très autistique, il avait vu déjà 5 psychiatres, il avait des problèmes de relations sociales, et je vais voir le grand spécialiste d'un des problèmes qu'il avait, et le mec me dit, c'est pas possible qu'on soit passé à côté d'un trouble Asperger, il a déjà vu 5 psychiatres. Et bien si, ils étaient passés à côté, et simplement avec un auto-questionnaire,
La psychologue, elle a dit, ben oui, j'ai fait des CITES, comportement de l'enfance, comportements sociaux, le Dabrowski sur l'hyperstimulabilité, le Wallis évidemment, machin. Alors elle ne connaît pas les autothèses des bipolaires, elle ne connaît pas les autothèses de TDA, etc. Enfin, elle avait déjà fait une partie des trucs. Elle ne connaît pas les 10, donc les 6-10, dyslexie, dyscalculie, tout le bazar. Vous retrouvez ça dans Wikipédia, vous en avez 6, etc., etc. Et puis, je vous ai dit les plus complexes, faire diagnostic différencié entre neurologique et bipolaire, utiliser la génétique, l'épigénétique, enfin voilà, utiliser toute cette complexité. Donc, encore une fois, beaucoup d'espoir si on structure bien l'incroyable puissance d'intelligence artificielle au service du diagnostic, et là c'est pas moi qui parle, c'est Cédric, qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, et en même temps, gâchis phénoménal à empêcher, et que vous avez le pouvoir d'empêcher quand vous voyez de la souffrance autour de vous. Soit en appelant des bénévoles, soit en allant voir des gens très bienveillants que vous avez vus tout à l'heure, mais en tout cas, si vous prenez le pouvoir, parce que c'est pas si compliqué, et refusez que le mandarinat décide à votre place. Alors ça, c'est des gens assez extraordinaires. Je voulais juste finir avec ça, avant de vous laisser mes coordonnées. Florence Togolové, ma préférée, 70 ans, rayonnante. Elle a été consultée par Macron pour préparer le G7. C'est une femme qui s'est battue toute sa vie pour émanciper les femmes africaines par l'éducation et les rendre autonomes, qu'elles refusent d'être maltraitées, voire tomber malade à cause de mari polygame et maltraitant. Femme. Et elle voulait juste me voir, elle vient me voir, elle m'a dit je voudrais juste créer mon école à Douala. Je lui ai dit je vais vous aider à créer votre école à Douala. Le patron, le président du Crédit Suisse à Zurich, je le connais, on s'est croisés et il adore ce genre de projet. Et elle me dit je connais bien son frère. Je lui dis ça va encore plus aider. Mais je lui dis là, ce que vous racontez rayonnante à 70 ans, on va le filmer. Parce que dans 15 ans, vous aurez peut-être plus ce rayonnement, mais moi, quand je vous écoute, j'entends les mêmes choses à la Fondation Tata en Inde sur la maltraitance des femmes indiennes. Donc, il faut que je vous connecte, plus elle parle anglais, il faut que je vous fasse connaître. Et donc, voilà, là, elle a juste besoin d'être connue. Cédric, lui, j'en ai parlé, c'était plus dompté, on le voit sur cette photo d'ailleurs, dompter son handicap dans la communication par rapport à sa mission de vie. De l'autre côté, vous voyez Tan Enyam. Donc, j'ai réussi je dirais, à les tenir ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour faire ce petit manifeste du crapaud fou, ce petit bouquin blanc, qui a créé la loi sur les fake news, qui a contribué à la fermeture de Cambridge Analytica, qui était un déni de démocratie, qui a fait une grosse partie du programme de Cédric et d'autres sur l'écologie, qui a fait bouger les lignes du gouvernement Macron, que personne n'a lu, mais qui a été une aventure extraordinaire de 33 personnes, des pères de l'Europe de 80 ans, des quinquas avec des bons réseaux, des trentenaires en tête de l'action humanitaire. On s'est réunis dans un magnifique endroit dans le sud, dans une fondation d'une grande famille, et autour de Cédric, et on a coécrit un bouquin, c'est-à-dire que Tan et Cédric en avaient écrit 20%, et on s'est mis par groupe d'intérêt, et puis on avait un scribe bac plus 19 que j'avais remis debout, et qui était ravi de faire ça, et puis on a sorti un bouquin à impact. Alors là, vous avez d'autres personnes que j'ai mis volontairement au centre parce que ce sont des gens qui ont le plus de potentiel, à mon avis, à exprimer et qui sont en transformation et que je salue. En bas, vous avez Paul Duhan, qui est... J'ai jamais vu un type aussi mûr de ma vie. Tan, déjà, c'était pas mal. C'était la plus jeune femme partenaire de McKinsey dans le monde. Et à 35 ans, elle a dit ça m'intéresse plus. Donc elle a quitté, comme elle dit très bien dans un TEDx, la Porsche, les costumes Armani, les voyages en première. Et elle a créé une association pour aider avec les techniques McKinsey, les autres associations. Donc ELAC, elle aide des gens en Asie à bouffer en faisant des téléphones à 10 $ qui sont hyper performants, etc. Donc c'est la grande aqueuse, elle a beaucoup aidé le World Fund, etc. Mais elle a eu sa prise de conscience à 35 ans. Alors Paul, je l'adore parce que lui, c'était à 19 ans. Paul, il est né dans une famille très pauvre à Trappes, de grands intellectuels chinois. Et il est devenu le premier data scientist de la Silicon Valley à 19 ans. Puis à 21 ans, il y a une énorme prise de conscience, il a dit « ma vie n'a aucun sens. Donc je vais mettre tout ce que je fais au service du bien public, du bien commun. » Avec une volonté extraordinaire. Et puis bon, comme il avait été pas mal sous pression de ses parents, c'est un énorme bosseur, il était premier prix de musique, enfin, comme Tan, elle a été mannequin, enfin, voilà, c'est des gens qui ont été poussés à l'extrême. Et il a ses fragilités, donc il faut l'aider. Et puis surtout, il a été élevé dans un milieu, il n'est pas éduqué, quoi. Donc moi, je lui fais gagner un marché au Benelux qu'il était en train de perdre
parce que je lui présente un copain qui était secrétaire général du Benelux, et puis il gagne le marché, il oublie de le remercier. Et puis quand on prend un rendez-vous avec le mec, il dit « Ah, moi j'arriverai 2 heures en retard ». Et moi je lui ai envoyé un truc direct, je lui ai dit « Mais t'as rendez-vous avec Édouard Philippe, t'expliques que ta piscine et t'arriveras 2 heures après ». Mais il n'avait pas réalisé, quoi. Donc c'est un gamin, donc il faut lui apporter du réseau, mais il faut aussi lui donner des bonnes fessées de temps en temps, parce que juste il ne se rend pas compte à quel point il est à l'ouest. Une personne, une femme qui s'est construite dans un milieu extrêmement toxique, qui a complètement développé son masculin, et qui pourtant est féminine jusqu'au bout des ongles, mais sa technique de survie, ça a été d'utiliser toujours la violence, et qui met des coups de boule aux gens. Bah, elle n'utilise qu'une flèche dans son carquois. Si on lui apprend à muscler son féminin, bah, elle va séduire les hommes qu'elle aime. Et pour ça, il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle se donne du temps. Puis si elle est impulsive, bah, elle trouve que ça va pas assez vite. Hein. Donc elle oublie de regarder les progrès qu'elle fait. Et puis en fait, elle fait des progrès extraordinaires, quoi. Elle se transforme. Mais le problème, c'est que quand vous n'êtes pas un papillon, vous êtes une chrysalide, donc ça fait chier d'être chrysalide, et puis ça va pas assez vite. Puis moi, j'arrive à penser vite, donc pourquoi j'arrive pas à déchirer vite mon truc et je suis pas déjà un papillon, quoi. Ben non, il faut du temps, quoi. Il faut de la patience, et c'est pas notre propre, la patience. Voilà. Utilisez le temps, lisez Hubert Reeves, méditez Hubert Reeves, utilisez la puissance du temps, du mûrissement, utilisez la force du collectif dans la bienveillance. Voilà, et c'est plus important de vous entourer de gens bienveillants, quel que soit leur niveau d'intelligence, de gens de soutien, qui vont vous permettre petit à petit d'accepter qui vous êtes, dans votre singularité, dans votre unicité. C'est la phrase, on a cité tout à l'heure Eleanor Roosevelt, moi j'aime bien la version d'Oscar Wilde, c'est « J'ai décidé d'être moi-même car toutes les autres places sont déjà prises ». Voilà ma conclusion avant les questions. Thank you. Moi j'ai un petit peu du mal à comprendre en fait le lieu de votre intervention. C'est-à-dire que vous êtes bénévole pour Mensa. J'ai pas très bien compris parce que j'ai une certaine image de Mensa et je ne connais pas du tout. C'est vrai ? Et donc, c'est tout à fait vrai. Alors, moi j'ai eu des fonctions officielles chez Mensa. J'ai commencé par être secrétaire général d'Île-de-France. Ensuite, j'ai été directeur de la communication de Mensa France. Vous pouvez retrouver des vidéos sur moi où j'avais un peu plus de 30 kilos de plus. Et puis, j'ai été en 2011, je suis devenu ambassadeur international de l'IBD, qui est un peu l'organe exécutif de Mensa. Donc j'ai une grande liberté de ton. Je l'ai été parce que j'ai fait des recherches avec Ariel Haddad assez poussées, qu'on a été les premiers à publier sur le bien-être au travail en entreprise, parce que tous les bouquins publiés avant, c'était soit sur le monde universitaire, soit sur le monde médical. Donc on a fait, j'ai passé très vite les slides, mais on a fait ça. Et si vous voulez, je suis un homme libre. Donc en fait, j'interviens à la demande. Je suis un bénévole en service. Tout à l'heure, en partant, Nathalie m'a demandé d'intervenir à Bruxelles. Je vais y aller si j'ai le temps. Chaque année, pour la réunion européenne de Mensa, j'interviens. Mais je trouve beaucoup plus fécond d'aller aux réunions européennes, américaines, asiatiques et de participer au développement de Mensa international que de m'enfermer dans des querelles avec des gens qui sont en mal-être et qui disent « Oh là là, faut pas que tu dises que t'es Mensa, parce que... » Je dis « Pas de problème, hein, moi je fais pas de publicité pour Mensa si vous voulez pas. » Il parle pour l'Île-de-France, hein, il parle pas pour Mensa France. Il parle même pas pour Mensa Espagne auquel j'appartiens. Mais je dis, moi, je suis très légitimiste. Vous voulez pas que j'en parle, vous voulez pas que je fasse de pub, vous êtes 1500 à vous regarder le nombril, là où on devrait être 1,2 million, fine, c'est pas grave. Moi, je veux que les gens aillent mieux, avec ou sans vous, j'ai ma fondation. Mais effectivement, je suis le seul Français à avoir ce titre-là. Alors, c'est des emmerdes parce que le programme, il a existé 5 ans. vous avez donc une fondation. J'ai une fondation, et en fait, alors qui est plus, voilà, ma fondation, elle est plus sur des gens qui sont des entrepreneurs sociaux à impact global. Donc des gens comme Paul, qui par exemple, au-delà de son coach de Pôle emploi, il a inventé un système pour faire arriver les ambulances beaucoup plus vite sur les lieux de détresse du 4e âge. Donc il a sauvé des milliers de vies à San Francisco, et quand j'en parle aux Indiens, aux Chinois, ils veulent tous avoir son modèle. Sauf que lui, ils sont 8, il s'occupe de Bob, il n'a pas le temps, quoi. Donc il faut que je lui trouve des ressources pour qu'on puisse globaliser son modèle. Donc ça, c'est les gens dont je m'occupe. Mais c'est vrai que quand je suis quelqu'un en désespérance qui vient me voir en disant « faut qu'on parle », j'ai toujours du temps pour cette personne. Parce que justement, moi, j'ai un petit peu du mal. J'étais venue un peu, en fait, pour engueuler le représentant de Mensa. Vous pouvez, je transmettrai, je les connais, je connais les coupables. Parce que j'étais très étonnée que d'emblée vous attaquiez sur le suicide, parce
que je me demandais justement que fait Mensa. Bon, parce que moi j'avais toujours pensé en fait que Mensa étant l'organisation la plus médiatiquement connue dans le grand public, en fait avait une responsabilité par rapport à la population de surdoués qui éventuellement cognait à la porte et se prenait un mur dans la gueule, excusez-moi. Donc voilà, donc je venais interroger ça et justement à savoir quel était le sens de responsabilité chez Mensa. J'ai essayé de poser cette question un jour et ça a été le flop total. Moi, je vais vous donner une parole libre parce que j'ai la possibilité de dire ce que je veux, en fait, voilà, par mon appartenance et par mes liens avec voilà, les gens qui sont comme moi bénévoles depuis longtemps. Mensa, c'est une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on y apporte, on y trouve ce qu'on y apporte. Je parlais par exemple à une jeune femme ce matin qui a une idée extraordinaire et je lui dis mais rentrez à Mensa et créez un Special Interest Group parce que vous allez avoir toute la population de Mensa France Internationale qui va vous porter. Mais si vous n'êtes pas avec cette initiative, personne ne fera à votre place, personne n'a détecté le sujet. Ce sujet-là, il m'a fallu 10 ans et quelques dizaines de personnes sauvées ou rattrapées au bout et de mes propres malheurs et de la réflexion et de la résilience pour être capable de la pondre. Il y a peu de gens qui ont ce profil, mais moi j'ai vraiment souffert d'un copain qui était un chercheur fou qui s'est fait voler à peu près toutes ses inventions, qui était un mec que j'ai adoré, qui m'a beaucoup porté à Mensa, et puis il s'est balancé, il n'avait pas de raison médicale, il a laissé une femme, il a laissé des gosses derrière, il y a un fils de gens qu'on connaissait qui s'est balancé à 17 ans. C'est insoutenable ce gâchis. Quand je vois des gens qui sont massacrés en entreprise, qui sont pillés, qui ont trouvé des joyaux et qui se les font voler naïvement comme des enfants, ça me révolte. C'est pour ça que je suis devenu un prédateur de prédateurs, parce que j'ai un petit peu plus de bouteilles. Mais ce que je veux dire, c'est, en fait, ce qui nous gêne, c'est nos projections, c'est nos attentes. Et or, moi ce que je vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de ce dirigeant, et je reviens à votre question, madame. En fait, il est beaucoup plus intelligent, c'est un ancien d'Harvard, d'HEC, il est brillantissime. Une fois qu'il a compris, au bout de 2 mois, que ses amis s'étaient retournés contre lui, une fois qu'il a compris qu'il était en train de se faire piller, c'est une machine de guerre. J'ai juste besoin de temps en temps de réfréner ses émotions et de lui donner de la stratégie, parce que voilà, ça c'est mon métier, je connais Sun-Tzu, je connais Clausewitz, appliqué au temps moderne et au board, et c'est mon heure. Mais, je veux dire, ce mec, il est en train de massacrer totalement et d'isoler totalement, juste avec quelques conseils et bien entouré par des avocats, des auditeurs, et juste parce qu'on a mis les bonnes compétences autour de lui. Après, il est tellement brillant, il va tellement vite, qu'il n'a pas encore 10 coups d'avance comme moi, qu'il appelle son shadow cabinet, mais il arrive déjà à exécuter des trucs dont il était incapable il y a 3 mois. Donc ce que je veux dire, c'est, vous voyez, par exemple, Cédric Villani, Edgar Morin a dit de lui, et je confirme que c'est vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un qui apprend si vite. Alors, moi, je suis un avion de chasse pour apprendre, mais franchement, Cédric me bluffe. Mais Edgar Morin, bluffé par la vitesse d'apprentissage de Cédric Villani, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, donc ce que je veux dire, vous avez cette puissance en vous. Pour revenir à la question de madame, j'ai eu des longues discussions avec le patron de Médecins International, notamment sur les problèmes associatifs. D'abord, premier constat, il n'y a pas une association qui ne souffre pas de numéros d'ego, de gens qui ont raté leur vie en entreprise ou là où ils étaient, et qui viennent se rattraper avec des fonctions ronflantes et complètement inutiles dans la société. Donc, malheureusement, Mensa n'échappe pas à la règle, et comme les gens sont encore plus intelligents, ou pour certains plus prédateurs et plus cyniques, moi, quand je suis arrivé, j'ai quand même entendu un ancien président de Mensa France expliquer qu'il avait tapé dans la caisse et qu'il ne remboursait pas, mais que c'était normal. Hein. Donc là, on est dans la sociopathie et dans la perversion très, très, très grave. Là, on est dans du psychiatrique lourd. Moi, j'avais un copain qui était le patron de la Fédération des grandes écoles. Il m'a dit, même dans les enseignants des grandes écoles, il y a 15% des cas qui relèvent de la psychiatrie lourde. Et c'est quelqu'un de très gentil, très aidant, avec un cœur comme ça, etc. Et très lucide. Donc, si vous voulez, il y a de la psychiatrie lourde dans Mensa, comme dans toutes les associations, il y a des gens très intelligents. Il y a des gens cyniques dans Mensa, il y a des gens destructeurs dans Mensa. Et vous pouvez en revanche rencontrer des gens formidables. Mais il faut faire du tri. Et la plupart des gens ne sont pas assez, comment dire, enfin, chacun a quelque chose à apporter. Je pense par exemple à la psychologue nationale de Mensa,
c'est une personne qui fait beaucoup de bien autour d'elle, mais dans son champ de spécialité. Elle exerce en CMP, elle peut vraiment aider des gens à se relever dans des cas que moi je serais incapable de gérer. Mais ça, c'est ce qu'elle apporte. Et à côté de ça, elle apporte aussi son mal-être, son besoin d'intégration, et son besoin de ne pas élever sa fille toute seule, et, voilà, et son envie de bague, et plein de choses. Donc voilà, c'est un dire de Polytechnique réunis, mais on est en accès direct, parce qu'en fait, c'est l'élite intellectuelle qui va, pour les plus généreux d'entre eux, pour les plus altruistes, reconstruire les pays. Non, moi, ce que je voulais mettre en avant, je voulais parler en fait de la politique de test sur lequel, il me semblait, étant tout à fait de l'extérieur, ça semble absolument un truc, j'ai l'impression que ça sert en fait d'obstacle pour que beaucoup de gens en fait ne puissent pas rentrer. Enfin, un truc très... Ça, c'est un point très important que vous abordez. Alors ça, c'est un point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. On avait mis en garde du temps où j'étais DIRCOM de Mensa France à ma demande et avec l'accord de la psychiatre référente, une mise en garde pour les gens auxquels on envoyait des réponses négatives au test en disant si vous avez une comorbidité avec une dépression, une anxiété, un TDA, machin truc, ces résultats ne reflètent pas votre réalité. C'est-à-dire il faut d'abord retraiter toute la chaîne dont j'ai parlé, les 22 trucs, en commençant par les traumas, en commençant par l'anxiété. Je vous donne l'exemple d'un de mes fils qui était là tout à l'heure. On fait un test chez Cogitose avec une femme que j'adore à Avignon, qui est la numéro 2 de Jeanne Suffragin et qui est beaucoup plus solide qu'elle. Et elle nous donne les tests à faire à une jeune doctorante très froide, etc. Et mon fils est un grand émotif, un peu d'Asperger en lui, il perd ses moyens. Et il ressort, les notes n'étaient pas terribles, quoi. Il était à 115, 120. Et j'en parle à Ariel, elle me dit montrez-moi les tests. Je me dis, mais attendez, ça va pas du tout là. Elle a refait le test pour Aurélien. Qu'est-ce qui s'est passé? Aurélien était bloqué tout de suite sur certains trucs par anxiété. Sauf qu'Ariel, elle a du métier. Donc elle a posé le test, il a mis à l'aise. Et puis, subtilement, 10 minutes après, elle l'a testé sur un niveau beaucoup plus élevé. Et il était hyper à l'aise. Donc son anxiété l'empêchait de montrer sa valeur. Donc elle a refait un test avec des conclusions très différentes. Et on sait expliquer aujourd'hui pourquoi la jeune pleine de bonne volonté, par sa froideur et son côté militaire d'être sûr de ne pas se tromper, donc d'appliquer exactement la méthode, s'il se plante à la question 7, ben il a 7 sur 20, il ne peut pas aller à la question 8. Donc c'est pour ça que... pardon madame. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus importante à vous dire, c'est que, et là c'est moi, je n'engage pas même ça, ma recommandation personnelle, si vous avez les moyens de payer un test de 100-250 € chez des gens recommandés, type Geneviève Duchesne ou des gens comme ça sur Paris, vous aurez beaucoup plus d'informations et ça sera beaucoup plus bienveillant que je viens de voir sur table, que vous avez peut-être pas fait depuis 50 ans, ou peut-être jamais fait si vous êtes un dropout de l'école. Ça va être beaucoup plus intéressant d'interagir avec une psychologue qui va vous débriefer, qui est capable de faire un accompagnement ou de vous envoyer des gens qui peuvent faire des accompagnements après. Et je pense que c'est une erreur. Que vous entraîniez, vous achetez des bouquins sur Amazon, vous entraînez à faire des tests parce que vous n'en avez pas fait depuis 30 ans, c'est très bien. Mais faire l'économie d'une psychologue compétente qui va vous donner vos 10 dimensions, votre intelligence homogène ou hétérogène, donc alimenter des gens comme Revol, qui sont des neurologues, qui vont pouvoir faire quelque chose, et vous dire des choses à propos de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité de votre intelligence. Vous donner des conseils sur votre bonheur, sur votre carrière, etc. Vous donner un profil. Ça, c'est intéressant. Et après, mon petit conseil perso, ma petite recette à moi, quand vous avez le temps, vous allez voir la pièce Process Comédie et vous intéresser à la Process Com. Parce que moi, j'ai reçu plein de formations d'entreprise. Il y en a une qui est géniale, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle explique aux gens comment vous êtes en position de stress petit, faible, moyen ou fort. Donc, comment vous êtes en niveau normal, comment vous communiquez quand vous commencez à être stressé. Et elle vous explique aussi comment vos proches fonctionnent. Il y a 6 profils. Et vous rentrez là-dedans, pour ceux d'entre vous qui sont coach, je vous conseille de vous certifier là-dedans. C'est extrêmement puissant sur les interactions entre personnes, dans un couple, dans une entreprise. La procédure officielle, et il n'y a que celle-là qui est juste, c'est la psychiatre référente qui sélectionne les tests. Donc en l'occurrence, moi de mon temps, c'est Laurent Duligno, c'est peut-être encore elle, la psychiatre qui exerce en CNP, ou c'est peut-être quelqu'un après. Il faudrait que je me remette à jour, mais je ne vois plus du tout les gens de Mensa France, ou quasiment jamais. En fait, c'est elle qui est souveraine pour dire quels sont les tests des psys qu'elle accepte ou pas.
Et effectivement, le problème de Jeanne, c'est comme elle a fait beaucoup de marketing et qu'elle a fait beaucoup de bien, je pense au surdoué parce qu'elle a fait beaucoup de bonne communication, mais elle est un peu trop obsédée par l'argent, donc elle s'est un peu fait détester d'un certain nombre de gens. Et parfois, il peut y avoir des réflexes épidermiques, mais je n'avais pas entendu qu'un test de cogitos puisse être refusé. Donc, Non, mais moi, je voulais comprendre parce que j'étais un peu surprise. donc il y a deux méthodes pour rentrer, pour vous répondre plus simplement. Il y a la méthode des tests de madame. Vous faites des pré-tests gratuits, vous voyez si vous avez de bonnes chances ou s'il faut un peu vous entraîner, etc. Vous allez pour pas cher, 30 €, je crois, aller faire des tests sur table comme un étudiant dans le 5e, par exemple à Paris, enfin il y en a partout en France. Et puis on vous dit vous pouvez rentrer ou pas, vous êtes du club ou pas, mais vous n'en savez pas plus. Et on vous dira jamais rien sur ce qu'on sait de vous. Et la seule qui a le droit de voir, c'est l'ANSP, c'est-à-dire même le président de médecin, il n'a pas le droit de voir vos tests. Ou alors, il y a la façon que moi je recommande, c'est que vous allez voir une psychologue sérieuse, reconnue par la psychiatre de médecin, et elle vous donnera la liste, elle n'a rien à vendre. Hein. Et à ce moment-là, si cette psychiatre sérieuse, psychologue sérieuse type Duchesne valide, c'est sûr que là on vous accepte automatiquement. Mais après... Pardon ? Parce que j'ai fait les tests chez Non, mais c'est pas question de cogitos, c'est question de qui chez Cogitos vous les a fait. Moi, par exemple, la femme d'Avignon que je trouve extraordinaire, qui est responsable de Cogitos Avignon, je suis sûr que ces tests sont pris par médecin. Mais si vous voulez, c'est une question de la personne précisément qui signe le rapport. Est-ce que la psychiatre de médecin qui est en lien avec toutes les psychiatres internationales estime que la qualité de travail de cette personne est fiable ou pas? C'est une question de fiabilité. Ça ne veut pas dire que vous allez repasser le même test avec une psychiatre de médecin, ils vont vous prendre comme ça. C'est juste, la psychiatre est souveraine pour juger les professionnels pairs. Alors justement, j'ai une question. Oui. Comme vous avez l'air de connaître plein de... Vous avez un réseau. Parce que moi, Oui. la problématique, bon, je découvre que je Oui. suis PHP. Ma problématique, c'est que je suis dans l'errance de trouver le bon psy, le bon coach. Normal. Ben, on est là pour ça, on est des poteaux-indicateurs. Est-ce que vous avez un blog ou quelque chose où Non. les gens... Moi, je fais que du sur-mesure, de la haute couture. Il y a plein de professionnels, qui sont payés. Il y a des bénévoles qui sont gratuits. Pour vous, madame, par exemple, il y a des filles extraordinaires qui travaillent avec un polytechnicien qui fait des groupes assez réduits de gens qui travaillent tous en entreprise et qui ont des problèmes liés au HPI. Et cette dynamique de groupe qui est assez rapide et qui est très structurée par le polytechnicien est extrêmement efficace. Donc ça, je pourrais vous donner les coordonnées, mais je peux vous répondre en particulier. Je ne peux pas vous répondre dans tout le monde, d'abord parce que c'est votre confidentialité, mais vous chopez des gens qui vous semblent pouvoir vous aider, vous leur posez des questions. Il y en a ici dans la salle aussi qui sont plein de ressources, j'en vois une au premier rang. Je veux dire, il y en a plein. C'est juste... Vous savez, mon maître Moi, j'ai beaucoup vécu au Brésil, j'adore la musique brésilienne. Le grand maître de la musique brésilienne s'appelait Vinicius de Moraes. Et dans la toute dernière chanson qu'il a écrite, il bénit un petit peu tous les grands musiciens très connus qui l'ont suivi. Donc la samba de la bénédiction, il dit, voilà, l'essence, c'est un homme du peuple qui a vécu une vie très simple. Il dit l'essence de ce qu'il a appris en 80 ans, c'est la vie, c'est l'art de la rencontre. Donc moi je vous conseille, le même conseil que tout à l'heure, suivez votre intuition. Les gens que vous avez vus aujourd'hui, vous allez vers la personne qui vous parle le plus, vous lui posez la question qui sort de votre intuition, il ne faut pas avoir honte. Vous avez des besoins, nous on a choisi d'être bénévole ou professionnel, je pense qu'on est très complémentaires. Toi tu as des réponses que j'ai pas, moi j'ai des réponses que tu n'as pas. Donc plus vous voyez de gens qui vous inspirent, plus ça va le faire. Là il y a eu des rencontres assez alchimiques tout à l'heure entre des gens que j'ai mis en relation, qui n'étaient pas destinés à venir aujourd'hui, qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Moi, j'ai été bluffé par ailleurs, je vais aller dîner avec lui, je vais aller l'aider à produire son disque. Il m'a complètement bouleversé. Moi, je venais voir Saverio, que j'adore. Je ne savais pas qu'il viendrait avec cœur sous bras. Donc même moi qui connais... Moi, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué. En 2011, j'ai organisé à l'UNESCO les réunions européennes de Mensa, puisque j'étais DIRCOM de Mensa France à l'époque. Donc c'est un gros tintouin, je trouvais que c'était bien l'UNESCO. Il y avait un bénévole qui est devenu le président de Médecins France après, qui était dans une start-up vidéo machin. Je lui dis écoute, embarque, un peu comme j'ai fait avec Julie, embarque ta vidéo sous le bras, et puis tu demandes, tu fais signer les autorisations à une vingtaine de conférenciers. Et comme jusqu'ici Mensa, l'information c'est il faut savoir qu'on est Mensa, il faut savoir qu'on est surdoué, il faut être à jour de sa cotisation, il faut se rappeler de son mot de passe. Personne ne trouvait l'info. Et donc j'ai dit, on va tout coller sur YouTube. À l'époque, YouTube était artisanal, il fallait tout découper par un quart d'heure. Donc vous tapez Mensa UNESCO et puis Ada, Brunel, qui voulait Garmatec, Dademar, machin, et vous allez trouver tout le fil avec une version française, une version sous-titrée en anglais. C'était le début. Et maintenant, c'est un truc que je fais systématiquement.
On est interviewé pour Cédric Villani, le responsable de l'art contemporain en France, qui nous expliquait comment la musique avait aidé des grands handicapés à recréer de l'inclusion pour ces gens-là. Bah, on l'a enregistré. Florence, quand je vais la filmer, elle est dans la boîte, elle est à disposition, on sait la traduire. Il y a plein d'interprètes, les gens surdoués. L'interprète, c'est encore plus puissant que le traducteur. Il faut diffuser ces gens-là aujourd'hui. Moi, mes enfants, ils sont dans un monde d'image. Donc, en fait, si vous voulez, l'information existe. Elle est disponible également sur Pumel, elle est disponible sur YouTube. Justement, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait... Je reviendrai à la main, je vous oublie pas. Merci pour le package déjà, parce que moi je ne savais pas, en fait j'ai fait mes recherches sur le traumatisme avant de savoir que j'étais concernée, enfin je me sens concernée mais je n'ai pas encore été testée en fait. Et bravo pour de cette bienveillance envers vous. Et j'avais, c'est tout à fait par hasard, hein, ça s'est fait sur l'investigation, et ce que je voulais partager en fait, c'est justement sur le traumatisme, il y a une chercheuse, comme vous parlez justement d'aller faire des recherches YouTube, il y a une chercheuse qui explique très bien les mécanismes du traumatisme et justement qui donne des outils pour en sortir. Mais alors je suis désolée, mais je ne retiens pas les... C'est pas grave, vous savez ce que vous allez faire, vous allez noter ça là. Alors je suis désolé, l'application elle n'est pas en ligne en ce moment sur l'App Store. Je lui avais posté des choses avec ma voix qui étaient gratuites, qui étaient des bandes d'hypnose ericksonienne et puis un certain nombre d'articles de presse, des interviews TV, mais je vais la remettre en ligne d'ici 3 mois. Donc ça c'est l'acronyme des prénoms de mes enfants. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer des SMS, quels que soient vos besoins. Et vous n'êtes pas intrusif, donc n'hésitez pas à le faire, c'est moi qui choisirai quand je peux vous répondre. Généralement c'est le samedi matin ou le dimanche matin, et ça peut prendre un peu de temps, mais si c'est urgent, dites-le moi, parce qu'à ce moment-là, je vais trouver le temps de répondre dans l'urgence. Si c'est important, dites-le moi aussi, parce que parfois, ça peut être essentiel, et peut-être vous pouvez pas être suffisamment bienveillante envers vous pour dire, pour savoir affirmer, j'ai besoin de votre aide, c'est important. Oh là là, mais je vais te déranger. Moi, je peux vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas. Envoyez un SMS, c'est moi qui le traite. Je vais vous dire quand j'ai le temps de vous parler, vous ne me dérangez pas. Voilà. Je suis un grand garçon, donc laissez-moi prendre la responsabilité de si vous me dérangez ou pas. Sinon, je ne laisserai pas mon téléphone à l'écran. Et donc, je vous invite à... Oui, et moi je suis preneur. Je suis preneur que vous m'envoyez le nom de cette... Je vais prendre madame qui a attendu depuis un moment, si vous avez toujours votre question, et puis après je vous prends là-bas au fond. C'est vous qui avez une question, madame? Moi? Oui, non, la personne est partie. Mais elle a changé d'avis. En fait. Ah bon. Alors, madame, au fond, si vous pouvez vous lever et parler fort. Qu'est-ce que vous proposez chez Mensa pour les adultes sourds, en fait? Alors, sur le site quelque chose? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un lieu où on se sent un peu moins seul. Et c'est un lieu où, une fois que vous avez trié les gens bien et les gens qui ne vous veulent pas vraiment du bien, vous pouvez vous faire des amis avec lesquels vous allez pouvoir partager des confidences, des passions communes, vous sentir moins seul. Moi, par exemple, j'ai une chercheuse extraordinaire qui faisait faire de la pleine conscience, qui était une ancienne chercheuse du CNRS, qui était seule au moment de sa retraite. Elle m'a dit « je suis seule ». Et je lui ai dit bah, « allez voir et voyez s'il y a des gens avec qui vous pouvez communiquer ». Aujourd'hui, elle est heureuse parce qu'elle est toujours aussi excellente dans son domaine, elle fait du bien à beaucoup de gens, mais elle n'est plus seule dans sa vie. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez trouver. Et après, si vous aimez prendre des initiatives et que vous n'y trouvez pas votre bien, n'importe qui a un beau projet peut créer un Special Interest Group. Moi j'ai une copine qui a créé un cercle littéraire à un moment. Elle a choisi le lieu, elle a choisi l'hôtel, les gens payaient, je sais pas, 5 000 €, ils payaient leur café. Et puis ils se sont fait leur propre cercle littéraire, ils échangeaient sur le bouquin, parce qu'il y a des cercles sur l'astronomie, sur le cinéma, et puis quand ça n'existe pas ou quand ça ne bouge pas, vous en faites. Donc en fait, vous allez, si vous faites un peu de tri, vous allez trouver des gens que vous ne trouvez pas forcément dans votre environnement. Vous voyez? C'est un peu, je sais pas, je prends une analogie qui va vous faire sourire. Moi, ma théorie sur les sites de rencontres, c'est qu'ils organisent la transparence. Moi, je suis un économiste à la base, et il y a une théorie totalement bidon dans l'économie qui est basée sur le fait que l'information est juste et parfaite et accessible à tout le monde. Moi qui suis dans la finance depuis un certain temps, je peux vous dire qu'info elle est asymétrique, elle est manipulée, et qu'elle est accessible au plus grand nombre sous une forme de manipulation. Et qu'en fait, on crée de l'opacité volontairement, notamment les prédateurs. Donc, la création de transparence, ça ne se fait pas tout seul. Nous, dans la finance, avec mon ami Andrea, ça se fait par des sources fiables, éprouvées et des experts sérieux.
et on croise les sources comme dans les services de renseignement pour être sûr qu'on pense. Et quand on n'a pas de conviction, on dit on n'a pas de conviction, parce qu'on sait que tout le monde se trompe. Dans les sites de rencontres, qu'est-ce que vous allez trouver, que ce soit votre goût d'être sur Tinder ou sur Elite ou que sais-je, ou sur Lexi ou sur Mythique, vous allez trouver de la transparence. Vous allez dire tiens, les garçons que je ne rencontre pas ou les filles que je ne rencontre pas dans mon environnement de travail familial, machin, tiens, en fait, je sais jamais aller vers ce mec, il n'est même pas de mon type, mais je discute avec lui et puis finalement, ah bah si, il est bienveillant avec moi, je me fais pas chier avec lui. Ah ouais, tiens, bah vous avez trouvé un mec que vous n'aurez jamais trouvé dans votre milieu normal. Et bien ça, c'est un peu pareil. Avec un peu de chance et avec un peu de sélectivité et avec un petit peu de... Ou par exemple, vous allez trouver des gens qui vont vous accueillir dans un pays voisin sans que vous ayez à payer votre hébergement, parce que vous n'avez pas les ronds pour vous payer votre hébergement. Donc c'est vraiment une auberge espagnole, il y a plein de ressources, mais il faut faire beaucoup de tri. Mais après, voilà, ça peut être aussi une étape d'évolution. Il y a des gens qui vont bien, ils vont vers Mélissa pour mieux comprendre qui ils sont, pour avoir accès à quelques lectures. Moi, par exemple, il y a un livre qui n'est plus édité de Marie-Noël Girolami. Ben, grâce à ce monsieur moustachu dont je parlais, j'ai découvert cette ancienne prof d'école alsacienne. Moi, j'ai eu 3 enfants à l'école alsacienne, je ne savais même pas qu'elle existait. Et elle a écrit un truc très intéressant qui, moi, a beaucoup fait écho à mon enfance. Elle a dit, ben, il y a 3 sortes d'enseignants. Il y a ceux qui comprennent ce que c'est qu'un précoce et qui sont très bienveillants et qui savent s'y prendre, et là c'est génial, c'est le prof dont on se rappelle toute une vie. Ensuite, il y a les profs qui sont bienveillants, mais ils sont maladroits. Ça ne crée pas des gros problèmes, mais c'est pas idéal. Et puis il y a la grande moitié, voire majorité des gens, qui inconsciemment se vengent sur les enfants qui étaient plus brillants qu'eux, qui les ont humiliés, etc. Et qui descendent avec toute la puissance d'adulte sur un enfant. Et ça donne des gens, je donne un exemple qui est très connu à Mélissa, un des plus grands génies en mathématiques qui gagnent tous les concours d'excellence de ludique de Mélissa. Et le mec en terminale, il rêvait d'être un matheux. Et le prof l'a tellement cassé qu'il a dit « moi je suis pas fait pour les maths ». Et il s'est paumé pendant 4-5 ans jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui l'a relevé. Et aujourd'hui, je ne comprends même pas ce qu'il fait en maths, mais ce que je sais, c'est qu'il est très apprécié et très brillant. Mais donc il a fait tout un chemin de résilience, juste parce qu'un prof qui avait été humilié il y a 20 ans, mais qui ne se rappelait même pas, l'avait brisé. Et donc si vous voulez, ça c'est terrible, parce que là pour le coup, c'est des enseignants qui sont bien notés, qui ne se rendent pas compte qu'ils font du mal, c'est pas forcément... En plus, chez les enseignants toxiques, mais je ne parle même pas de cela. Mais qui en fait vont briser un enfant parce que lui il est hypersensible, eux ils sont pas hypersensibles, donc ils ne s'aperçoivent pas qu'ils brisent l'enfant. Mais vous êtes peut-être des enfants brisés. Il y a quelqu'un qui me disait tiens c'est bizarre, j'aimais bien la physique, et puis moi j'ai eu le cas en première, j'étais très bon en physique jusqu'en seconde, j'avais 2 ans d'avance, et en première mes notes s'écroulent. Et mes parents paniquaient pour faire des batteries de thèse dans tous les sens à Paris. En plus c'est génial parce qu'à l'époque ils savaient détecter qu'on était précoce, mais la théorie des psychiatres de l'époque, c'est ce que je savais elle, c'est surtout on ne dit pas à l'enfant, on ne dit pas aux parents parce qu'ils vont avoir la grosse tête. Parce qu'ils ignoraient qu'on est des gens qui doutons plus que les autres et qu'on ne pouvait pas avoir la grosse tête, c'était pas possible. Voilà. Donc si vous voulez, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, il y en a encore beaucoup qui se font maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup d'être expérimenté. Il y a des gens très 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 intelligents qui se retrouvent dans des micro-clubs où là, c'est vraiment, ils sont 4-5 dans la planète. Il y a des gens très atypiques, très rebelles qui se retrouvent dans d'autres groupes comme ça. Mais globalement, le seul réseau international où vous trouvez à peu près de tout et vous allez finir par trouver votre petit groupe sympa, il y a ça. Mais ne vous attendez pas à trouver l'alpha et l'oméga, parce que c'est pas parce que les gens sont très intelligents qu'ils sont sains, qu'ils sont pas en train de vous calculer ou de vous manipuler. Donc il y a encore du tri à faire. En revanche, une fois que vous avez fait ce tri-là, il y a des jolies surprises, il y a des jolies rencontres qui vont vous inspirer, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous ouvrir des champs, qui vont vous rassurer, qui vont vous cicatriser. Monsieur. Oui, bonjour. Je me demandais s'il existait des passerelles avec des mouvements alternatifs. Là, il y a Greta Thunberg qui est aux avant-postes du mouvement climatique, et face à l'urgence planétaire, les biens communs en jeu, est-ce que vous avez détecté, vous connaissez des passerelles? Bien sûr. Donc, sachez d'abord que tout le programme de Cédric Villani a été inspiré par le travail des crapauds fous. Donc, je parlais tout à l'heure, dans la slide précédente, la personne en haut à droite, donc vous pouvez aller voir les TEDx, un TEDx magnifique qui a été fait en Alsace qui s'appelle Des paillettes à l'être. La personne en haut à droite, la planète UM. Dans le blog du crapaud fou, vous allez trouver tous les mouvements alternatifs
Et toutes les associations qui non seulement ont contribué à ce truc, mais avec lesquelles vous allez pouvoir discuter, et qui ont accès aussi aux politiques et qui peuvent passer en fait des projets de changement. Donc moi je vous recommanderais, ça doit être crapaud-fou.org au singulier. Donc je redis parce que Nathalie s'est un peu pris les pieds dans le tapis tout à l'heure. Pourquoi ils ont appelé ça le manifeste du crapaud fou? Bon, ils trouvaient que les guépards c'était un peu trop prétentieux. Donc moi je ne revendiquais pas les guépards, c'est juste que ça parle plus que les zèbres. Et ils ont dit, bah, nous, les grands scientifiques qui s'occupaient des crapauds, ils se sont rendus compte quand on construisait une autoroute, tous les crapauds se faisaient écraser parce qu'ils allaient bêtement à l'étang par le même chemin. Donc ils ont construit des tuyaux sous les autoroutes qui s'appellent des crapauducs. Et les chercheurs ont appelé le crapaud fou les quelques crapauds qui ont compris qu'ils assuraient la survie de l'espèce en passant par le tuyau. Et donc, comme au départ le manifeste du crapaud fou était strictement un manifeste écologique pour sauver la planète, ils se sont dit, voilà, on est la petite minorité agissante qui va sauver la planète en réfléchissant de façon systémique et en organisant des événements citoyens dans le monde entier. En fait, c'est une grande ambition qui est réalisée en partie et pas encore réalisée en partie. Et ça, si vous voulez, vous êtes avec des gens qui sont très enthousiasmants, qui sont très passionnés. Vous ne serez pas d'accord avec tout le monde, surtout vous ne reniez pas, mais vous avez trouvé une communauté qui avance. Voilà. Oui, puis peut-être de l'autre côté, c'est les crapauds qui se laissent écraser, bouillir dans la marmite. Oui, mais moi je l'ai été aussi. Mais il y a un moment où je suis sorti de la marmite. Voilà. Et vous êtes là, ça veut dire que vous êtes en train de sortir de la marmite. D'accord? Oui, madame. Pour les tests de QI, je voulais savoir pourquoi il y avait certains sites qui le faisaient soit en une séance, soit en deux, soit en trois. Normalement, c'est une séance de 2h30. Je n'avais jamais entendu parler de 2 ou 3 séances. Généralement, quand il y a 2 séances, c'est parce qu'ils déroulent plusieurs tests. Par exemple, un autoquestionnaire Asperger ou un TDA, etc. Il y a des psys qui, moi je vous dis, par exemple, les meilleurs psys font 2 séances, 6 tests. Ça, c'est vraiment, déjà sur les 22, ils ont répondu à 6 questions, c'est pas mal. Parce qu'évidemment, on a toujours des présupposés, nous les bénévoles, on dit bah testez plutôt ça en premier, vous n'allez pas vous taper les 22 tests en premier, quoi. Et vous voyez, par exemple, il y a une enfant, je pense à une enfant de 9 ans qui est déscolarisée. La mère me dit, elle est dyslexique. Je lui dis, la dyslexie, ça se soigne bien aujourd'hui, vous avez bien pris les choses en main, votre gamine est traitée pour la dyslexie, il va y avoir autre chose. Ben, pense, ça n'a pas manqué, elle a fait 4 tests, on a trouvé de l'Asperger, et dès que la petite elle a commencé à être traitée avec les nouveaux logiciels informatiques sur l'ASPI, ben, elle a pu être scolarisée, c'est bizarre, elle va dire merci, elle est retournée à son école. Donc vous voyez, ça c'est des trucs, c'est des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir 2 ou 3 séances. C'est à mon avis, il n'y a pas que le WISC, ou le WISC pour les adultes. Oui. Parce que moi je l'ai passé en une fois, oui. j'ai parcouru les résultats, mais c'est un peu plus lent, c'est qu'on se retrouve avec tout un texte qu'on doit, entre guillemets, analyser ou interpréter ça, même si avec la psy il y a eu un échange. Alors, la déontologie, normalement, des psys, et vous pouvez toujours l'exiger, c'est d'avoir une deuxième séance de débriefing et de discussion par rapport à vos préoccupations. Donc si ça ne vous est pas automatiquement proposé, il faut payer une nouvelle séance pour avoir les débriefings. Ah, il faut payer. Bah, oui, parce que, je veux dire, c'est pas des gens qui travaillent pour vos beaux yeux, je suis désolé, ils sont peut-être magnifiques, mais vous savez, c'est des gens qui ne sont pas très bien payés pour faire un métier très compliqué, parfois très lourd émotionnellement. C'est normal. Je veux dire, toute peine mérite salaire. Vous, quand on vous demande une demi-journée de votre talent, je pense que vous ne le faites pas gratuitement, sauf sur les causes qui vous tiennent à cœur. Mais c'est parce qu'à la base, c'est quand même pas très cher et c'est pas évident. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça dépend de vos moyens. Vous pouvez faire le test Mensa à 30 € et pas avoir l'info. Mais ça, c'est fait pour des gens justement qui ne peuvent pas payer plus de 30 € et qui ne peuvent pas dépenser 250 € avec une psy. Mais normalement, une psy vous doit un débriefing au moins téléphonique gratuit. Vous pouvez échanger avec elle par mail si vous n'avez pas de quoi payer une nouvelle séance. Une fois que vous avez payé le test, normalement, vous avez le droit de demander des clarifications, des explications, bien sûr. Et si elle ne le fait pas, c'est absolument pas normal et ça vous le signalez. Oui. J'ai une autre question sur... Et madame, après, parce qu'il y a 2 personnes qui sont très patientes, donc il faut que personne ne m'ait la parole. Allez-y, monsieur. À propos de l'ENDR, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui accompagnent dans la douance qui amènent la compétence en ENDR Alors, celui qui est le plus formé en France, qui est celui que recommandait Servan Schreiber, c'est un médecin psychiatre très intelligent, donc il connaît très bien les sujets de la douance, mais il utilise des boîtes à outils sur lesquelles il y a les douleurs prioritaires.
Donc moi je recommande toujours sur la douance d'aller voir un psychologue spécialisé. Alors si c'est sur le travail, ça sera peut-être Cécile, si c'est sur le mal-être personnel, ça va être Ariel, enfin etc. Je veux dire, après vous avez vous laissez-vous guider par, voilà, par les accointances, etc. Mais de façon générale, vous n'allez pas trouver un one-stop shop. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vous qui devez prendre votre bâton de pèlerin, résoudre les problèmes les uns après les autres. Il vaut mieux aller voir un super bon qui a été formé par exemple par Zagzik et qui est dans votre ville et dont on sait qu'il a été formé par un mec de 4e niveau. Vous voyez, quand je me suis remis au papillon, moi, à 55 ans, j'ai fait... à 20 ans, je nageais en force. Là, maintenant, je nage beaucoup mieux. Il faut 8 brasses pour traverser 25 mètres, là où il m'en fallait 16. Parce qu'en fait, mon prof, il a été formé par un directeur technique national. Donc moi, j'irais plutôt chez un spécialiste formé par Zagzik, si vous êtes parisien et que vous avez beaucoup d'argent chez Zagzik, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui est un one-stop shop. Après, effectivement, vous avez la chance que certains professionnels, certains coachs, certains psychologues soient tellement curieux, tellement expérimentés, que moi j'ai un médecin par exemple que j'adore, c'est un homme de la Renaissance, il est psychiatre, il est médecin interniste, il est endocrinologue, donc il gère des anorexiques aux obèses morbides, et le mec est juste un puits de science. Puits de science. Mais il y a des trucs sur lesquels il était formé il y a très longtemps, donc il ne connaît plus les bons médicaments. Donc vous voyez, c'est là où moi je vous dis exercer votre autonomie, votre intelligence sans agresser le médecin. Vous ne pouvez juste pas attendre qu'il soit sachant. Vous savez, c'est le fantasme que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous preniez vos parents pour les Incredibles, Superman, Superwoman. Le médecin, quelque part, c'est une figure paternelle comme le juge. Vous allez vous dire, il est tout puissant, non? Le médecin, c'est un homme comme vous, il a ses forces et faiblesses, il connaît des trucs, il est toujours en limite du burn-out, donc il n'a pas le temps de faire ce que nous, les bénévoles, on fait en ayant un spectre, parce qu'on voit des gens en souffrance qui ont eu 3-4 médecins et qui sont toujours avec leur misère sur le dos, quoi. Donc on essaie de résoudre ça. Madame, vous avez une question tout à l'heure, peut-être? Non, plus? Est-ce qu'il y en avait une par là? Je vais voir une main se lever, non? On est bon? Est-ce qu'il reste des questions? Ou... Moi je suis disponible pour les one-to-one, après, parce qu'il y a le concert bientôt. Une dernière, madame? Non. Ok, bah alors tout à l'heure. Merci pour toutes et merci de votre patience. Merci. Et bon concert.